Hey, bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Ouais, c'est l'épisode 75 qui s'est fait attendre, là. Aïe aïe! Ça fait Ouais, combien on de temps? a pris un petit break. C'est l'été, c'est les vacances. On a le droit, hein? Christy, il n'y a personne qui va nous obliger à travailler. Comment ça va, Ben? Ça va très bien, toi. Toujours bien. Ouais, t'as l'air d'un homme heureux. C'est ça l'important. Quand on regarde des films, on est toujours heureux, là. C'est ça On est l'affaire. toujours heureux quand on a plein de films à jaser. Exactement. Dans mon cas, ma liste est pleine. Ma liste est pleine. Des bons films à jaser. J'en ai d'autres, des moyens, tu sais. Mais comme toujours, hein, c'est pas tous des grands chefs-d'œuvre, là, tu sais. C'est pas tous des chefs-d'œuvre, puis il y en a beaucoup qui sont décevants cette semaine, mais je vais t'en parler qui m'ont quand même bien surpris. Ben, moi, je te dirais que pour ma part, c'est tous des films que j'ai bien appréciés puis que j'ai hâte Aïe de aïe. jaser. Fait que c'est le fun. Ben oui, mais c'est tous des bons films. C'est que fallait que tu regardes un jour ou l'autre. Tu sais. Ouais. Est-ce que tu les avais tous vus déjà ou Il y en avait un seul dans ma liste que j'avais déjà vu. Puis okay. c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind, je reviendrai tantôt. Là. C'est Il grand brise le chef-d'œuvre. Grand fun. chef-d'œuvre. Grand chef-d'œuvre. Ben là, parle-en. Non, non, vas-y, commence avec Thor, puis après ça, on ira plus OK. tard. OK. Je vais te faire un spécial Chris Hemsworth aujourd'hui parce que j'ai pas mal de films. Ben, à la venue de Thor, Love and Thunder, qui sortait la semaine passée, je me suis dit, je vais regarder tous les films de Chris Hemsworth que j'ai pas encore vus sur Netflix. Ben, tous les films. Il y en avait deux, là, spécialement. Je sais pas s'il y en avait fait d'autres entre-temps, là, mais je vais te parler de ça. Puis c'est sûr que j'avais aussi des films, d'autres films que j'ai regardés entre-temps. Là. Par hasard, ça s'est adonné que c'était Chris Hemsworth dans ce film-là. Fait que je l'ai écouté. Mais je vais commencer avec Thor. Puis je vais te dire, c'est dangereux. Où est-ce que Disney vont là, avec le MCU, Marvel Cinematic Universe, en ce moment? C'est fragile, c'est dangereux. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, des mauvaises critiques, en fait. Là, Ben, moi, j'ai vu des critiques assez moyennes qui disent que c'est assez. Tu sais, ça reprend ouais. la même formule, puis ça perd de l'intérêt. Là, tu sais. Ouais. C'est que l'erreur qu'ils ont fait là, dans Thor, Love and Thunder, c'est que, premièrement, je pense que l'erreur, c'était Taika Waititi, qui est le réalisateur. C'est lui qui avait réalisé Thor Ragnarok. Puis ça avait marché, Ragnarok. C'est sûr que ça avait fait un clash avec les deux premiers Thor parce que c'est pas du tout la même vibe. Là. Ragnarok, on entrait beaucoup plus dans la comédie, un peu plus farfelu. Ça ressemblait plus à un comics animé là, avec les ombres et tout. Waititi, il jouait avec ce style-là, puis c'est pas une mauvaise chose. Ça venait rafraîchir un peu Thor, puis ça venait nous présenter un nouveau Thor un peu plus comique, qu'on voyait plus dans les Avengers. T'sais. Parce que dans les films de Thor, oui, dans les deux premiers films, là, je parle, il y avait toujours cet aspect-là du dieu du tonnerre qui est un peu fraîchier, puis qu'il est naïf, mais il pense qu'il a toujours raison à tout. Puis il est comme ça, Thor, même dans les comics, c'est un personnage que c'est un dieu, fait que les dieux, ils se pensent toujours plus puissants que tout le monde. Puis c'est le cas, Thor, il est puissant en crime, mais il connaît pas tout, fait qu'en arrivant sur Terre, c'est sûr que là, c'était naïf, dans le premier film, il pense que tout est vendu toujours à lui, mais c'était pas comique dans le sens qu'on partait aux éclats, puis meilleure comédie ever. Puis il y avait un bon ton dramatique quand même là, dans les deux premiers. Il y a beaucoup de haine pour Thor 2, de Dark World. Je pense que c'est plus au niveau du vilain qui est un peu on the side. Là. Les vilains, c'est comme les elfes noirs, puis ça n'a comme pas rapport là, avec le. Ben, ça a rapport avec le film, mais je veux dire, on les voit pas tant dans le film. Fait que c'est un peu bizarre. Mais personnellement, j'ai jamais détesté ce film-là. C'est juste qu'il est moins. Il est moins entertaining, mettons, que Captain America 2, là, c'est sûr.
Donc, là, ce qui nous amène à Ragnarok, c'est qu'après tu sais, dans les Avengers, Thor, c'est sûr, il est plus drôle parce que au milieu de tous les super-héros, tu sais, dont Iron Man, Captain America, c'est sûr que c'est pas juste lui qui fait les farces, mais tu sais, les dialogues entre les différentes personnalités, c'est sûr que c'est plus drôle, tu sais, c'est plus comique. Puis là, dans Ragnarok, ben, déjà, t'as Hulk qui est là, que ça rajoute de la comédie parce que justement, il y a comme un clash entre Hulk et Thor, vu que dans les comics, ben, c'est comme les deux Avengers les plus puissants, puis ils se battent toujours ensemble. Puis, c'est comme un peu de la confrontation, à savoir c'est qui le plus fort Avengers. T'sais. Fait que déjà ça, c'était une bonne idée de le mettre dans Ragnarok, Hulk. Puis on pouvait enfin avoir un combat à la comics là, entre Thor et Hulk. Mais ça reste que le troisième film de Thor, il est très bien équilibré entre la comédie puis l'action, le drame, qu'est-ce qui se passe. Il y a quand même pas mal de personnages qui meurent dans Ragnarok, des personnages qu'on aime, puis tout. Ou qui sont pas tellement là parce qu'ils sont effrayés, quelque chose comme ça. Mais on manque, mettons, c'est sûr qu'il n'est pas sur Terre, il reste sur une autre planète, puis tout le kit. Fait qu'on voit pas Natalie Portman en Jane Foster qui joue comme sa blonde dans les deux premiers films. On voit pas les autres humains avec qui il interagit dans les deux premiers films. Mais ça fait changement. Tu vois Tessa Thompson qui joue Valkyrie, qui est la dernière des Valkyries, qui vole sur son cheval volant. En tout cas, ça fait changement. Fait que pour le troisième film, je trouve que c'était rafraîchissant et c'était bien fait. Sauf que là, l'idée, c'est que là, entre-temps, ils ont fait Avengers Infinity War, qui mettait, je pense, Thor dans le meilleur rôle de tout le MCU. Là. Tu l'as vu, Infinity War, hein, je pense? Ouais, j'ai vu les deux derniers Avengers. OK, ben c'est ça. Infinity War, c'est la première partie, tu sais, puis c'est vraiment un Thor en colère. C'est sûr que c'est drôle avec les gardiens des galaxies, parce que justement, Thor, il se cache derrière une carapace. Quand il rencontre des nouveaux super-héros, ben là, il fait son gros dur, naïf. Fait que là, c'est sûr que c'est plus comique, mais on sent qu'il veut se venger de Thanos. Puis il a tout perdu. Là. Le gars, il a perdu sa famille, il a perdu son frère, il a perdu sa blonde, toute l'équipe. Fait que. Puis là, il s'en veut à la fin d'avoir échoué, dans le sens qu'il n'a pas sauvé l'univers comme il pensait le faire. Puis dans Endgames, ben là, ils l'ont un peu raté. Ils l'ont scrappé. Ils l'ont pas raté. Ils l'ont scrappé. Ben... Oh, ils l'ont scrappé. C'est sûr que c'était comique. Il est en dépression. Il devient gros. C'est un Big Lebowski. Mais c'était pas le Thor qu'on voulait voir dans la finale, la grosse finale de 25 films, dont il faisait partie aussi, les Six Originals. C'est à la fin, j'ai aimé ça, quand il prend justement il prend son marteau, puis il a comme son look viking plus, là, grosse barbe, toute la kit tressée. Mais reste que tout au long du film, c'est un film de 3 heures. Là, je trouve le Endgame parce que l'idée, c'est qu'ils ont donné une bonne partie de la première partie à Black Widow, vu que elle allait partir, elle faisait ses adieux. Puis l'autre partie du film, c'est plus partagé entre Iron Man et Captain America parce que justement, c'était comme pour faire leur adieu puis toute la kit. Selon moi, là, c'est un gros pari que je fais, mais selon moi, il aurait peut-être dû aussi faire partir Thor à ce moment-là, dans le sens que, c'est un original qu'on a vu depuis le début. 25 films, quand même pas pire. Il y a eu sa trilogie, il y a eu ses fleurs et tout. Je pense qu'il aurait pu le faire mourir en bataille, quelque chose comme ça, puis que ça soit vraiment émotif aussi. C'est sûr que là, il voulait laisser plus de place à Captain America puis Iron Man. Puis en même temps, je pense que c'est les acteurs aussi qui voulaient faire de quoi différent puis quitter ce groupe-là. Mais Chris Hemsworth, apparemment, il veut pas laisser Thor en paix. Là, fait que ils ont fait Thor Love and Thunder. Le défaut, c'est ça, comme je te disais, c'est Taika Waititi qui reprend
sais, son même style que Ragnarok, ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est un style plus comics, là, stylé, bande dessinée un peu. Avec de la musique, t'as encore une bonne soundtrack, des bonnes musiques que tout le monde connaît, que c'est le fun en bataille, c'est entraînant. Mais il reprend aussi ses blagues. Je suis pas tant Waititi, tous les films qu'il a fait, ou même ses personnages qui jouent dans les films, admettons Free Guy. T'as vu Free Guy? Non, j'ai pas vu. OK. Ben, dans Free Guy, Waititi, il joue le méchant, là, l'espèce de propriétaire du centre vidéo virtuel. Mais il joue beaucoup trop gros. C'est de la comédie parodique. Puis c'est pas tant mon vibe de style d'acting. Je trouvais que c'était comme le point faible du film. Ah, tu sais, Jojo Rabbit, c'était bien, là, c'était très bon. Ben, c'était bon, mais en même temps, comme on voit quand même son style un peu plus burlesque. C'est un style un peu plus parodique. C'était bon, oui, mais sans plus. Là, c'est pas un film que je voudrais revoir et revoir des centaines de fois. Scarlett Johansson donnait le ton au film. C'est un Christy drôle. Mais tout ça pour dire que dans Thor Love and Thunder, il en profite un peu plus. Je pense qu'il se la pète un peu trop avec son espèce de comédie. Là, ça devient même plus drôle. C'est des blagues qui ont comme aucun sens. Tu vois un moment donné Thor voler son marteau comme Harry Potter, mettons, sur un balai. C'est un peu ridicule. Puis Thor, il n'est pas comme ça. Il n'est pas censé être comme ça. Surtout après avoir gagné. Il est en vie. Il a vaincu Thanos avec les Avengers. Il devrait redevenir Thor qui était le dieu du tonnerre qui a la foudre la plus puissante. Puis c'est sûr que dans le film, il joue aussi un peu, Chris Hemsworth, mais je pense que son interprétation est cachée par justement le scénario qui est un peu plus ridicule. Le film dure juste 2 heures. C'est très court pour un Thor. Surtout qu'il amène un des plus gros vilains qu'on a connu dans les dernières années, là, dans les comics. Il est quand même récent là, comme vilain. Là. Je pense 2012, quelque chose comme ça. C'est Gore the Butcher, The God Butcher. Fait que c'est Christian Bale qui personnifie Gore the God Butcher. Il joue parfaitement son rôle, mais encore là, tu le vois peut-être 10 minutes dans le film. Dans un film de 2 heures, tu le vois vraiment pas longtemps. Puis, dans le fond, tu le vois quand il se bat contre Thor, puis tu le vois au début, puis à la fin. Mais, il y a comme... Il manque un peu il manque de scène avec lui pour le voir vraiment comme se venger des dieux. C'est censé être un méchant qui tue les dieux, puisqu'il y a la lame, il y a la nécrolame là, qui peut trancher la tête des dieux, puis toute la kit. Mais on le voit jamais. On voit comme un dieu, là, son premier dieu, dans le fond, qui tue. Puis après ça, on le voit jamais comme qui tue des dieux. Il fait juste passer, puis là, les dieux sont déjà morts. Fait que c'est un peu. Je pense, il paraît qu'il y a beaucoup de scènes coupées là, du film. Ça a l'air qu'il y a comme un montage de 4 heures. Là. Puis là, ils en ont coupé 2. En tout cas, je sais pas si on va avoir un Director's Cut un jour, là, mais tout ça, c'est pas. Je pense pas que c'est la raison pourquoi le film est mauvais. Là. Je pense que. Est-ce mauvais ou c'est quand même respectable? Là, ben, tu sais, j'ai eu du plaisir pendant le film. C'est ça l'important aussi, mais j'ai eu du plaisir quand que c'était Christian Bale qui jouait son vilain, quand c'était Natalie Portman qui joue The Mighty Thor, qui est la fille Thor. C'est l'autre point positif du film. Ça, c'était extraordinaire pour vrai. Comment ils ont interprété aussi le rôle de Jane Foster qui revient, puis que elle, dans le fond, elle a une maladie, fait que le marteau de Thor lui donne comme du pouvoir pour rester en vie plus longtemps, puis elle devient Thor elle-même. Fait que ça, je trouve que c'est un bon point du film, puis c'était pas tant woke dans ce côté-là. Là, fait que j'ai quand même apprécié. C'était pas, mettons, forcé. Là, on va mettre les faits sur les femmes. Tout. C'est sûr qu'elle a plus d'interaction avec Valkyrie, qui est rendue la reine d'Asgard. Mais c'était quand même bien mis
en scène. Puis, les scènes de combat étaient tous bons. C'est juste qu'à un moment donné, ils auraient pu faire quelque chose de mieux qui est mieux interprété de façon plus dramatique. Là. Les dieux sont en train de mourir, puis Zeus, qui est joué par Russell Crowe, il prend pas ça au sérieux, puis il rit, puis il veut faire des orgies. C'est un peu... c'est de l'humour un peu bâclé, un peu de l'humour pipi caca. Là. C'est juste ça, je trouve, qui gâche le film. C'est qu'ils ont gardé des scènes vraiment ridicules. Là, ça faisait la job pareil, mais j'ai pas été wow, c'est super bon. T'sais. Surtout les critiques qui disent que c'est le meilleur Thor ever. Là. On va se calmer, là, ça bat pas Ragnarok, là, selon moi. Là. T'avais-tu des commentaires, des suggestions? Non, parce que j'ai vu aucun Thor, je pense. Peut-être le premier, mais je sais pas. Ben, toi, t'aimerais Love and Thunder pour Nathalie Portman, tu sais. Et pour les gardiens aussi, je sais qu'ils sont dedans, fait que ça m'intéresse. Ouais, ben ouais, tu sais, ça, j'ai oublié d'en parler parce que j'ai oublié qu'il était là, tu sais. Puis c'est un point faible du film, tu sais. À la fin d'Endgame, t'as Thor qui part avec les gardiens de la galaxie, puis tu penses que ça va être une crystal ride, puis qu'ils vont vivre plein d'aventures. Mais tu vois les gardiens comme 5 minutes au début du film, là, c'est dommage, tu sais. Mais je l'avais quand même deviné là, par l'annonce aussi qu'on voyait de Thor. T'sais. Dans l'annonce, tu vois toutes les scènes avec les gardiens de la galaxie, fait que tu penses que c'est un film avec les gardiens de la galaxie, mais pas du tout, là, tu sais. Est-ce que ça plante quelque chose pour le volume 3 ou bien on s'en fout si on le voit pas? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, mettons, là, dans les 5 minutes qui sont là dans le film. Est-ce Ah, que. pour les gardiens, là? Ouais, les gardiens, c'est ça. Ah, ben non, ça... OK. Aucun lien. Aucun lien. Ben, tu vois, il n'y a pas Gamora, tu sais, fait qu'ils l'ont pas retrouvé encore. Puis je pense que le volume 3, ça va être plus ça, tu sais, la recherche de Gamora. Puis il y a aussi Adam Warlock qui arrive dans le portrait, fait que ça va être écœurant. Mais non, c'est pour vrai, ça raconte rien du tout des gardiens. Là. C'est vraiment juste pour. C'est vraiment juste pour nous installer l'histoire comme quoi Thor, il est de renouveau en forme, il s'est entraîné, tout. Puis là, c'est le moment qu'il quitte les gardiens, fait qu'il s'en va. Puis, c'est vraiment tranquille. Là. Mais le film, je trouve, c'est encore l'espèce de Waititi, il fait la voix d'un personnage qui est comme rendu un sidekick là, de Thor là, depuis Ragnarok. Là. Il jouait aussi dans Ragnarok. Là. C'est Korg. C'est comme une espèce d'homme roche. Là. Puis, là, lui, il était drôle dans Thor 3, dans Ragnarok. On le voyait pas tant, mais il était drôle. T'sais. Puis là, on l'a revu un peu dans Endgame, mais il n'y a pas tant d'importance. Puis là, dans Love and Thunder, là, c'est vraiment son sidekick, puis il fait des blagues. Il est juste là pour faire des blagues. C'est un peu inutile comme personnage, mais il est là pareil. Puis tu sens que c'est Waititi qui pousse pour le mettre là, pour faire des jokes. Là. C'est un peu ridicule. C'est comme. Surtout que il fait des. À la fin, c'est comme. Il est homosexuel. Sa famille, c'est juste des roches. Mais il dit, mes deux papas. Puis là, à la fin, il dit, j'ai trouvé mon run. Puis là, c'est une roche avec une moustache. C'est un peu. C'est un peu ridicule comme blague. Là. Mais ça fait de la job. C'est juste que tu sens que Waititi, dans tous ses films, il intègre des enfants pour que ça soit plus. Sûrement qu'ils trouvent ça drôle, des jeunes qui ont des super pouvoirs. Mais là, dans ce film-là, c'est comme Gore, il kidnappe les jeunes d'Asgard. Fait que c'est comme le gros élément déclencheur qui dit à Thor d'aller sauver les enfants. T'sais. Puis là, à la fin, là, les enfants, ils peuvent se défendre. Tout, mais je trouve que ça rajoute un peu plus de family movie, là, genre de. C'est moins sérieux, c'est plus drôle, c'est moins. C'est plus familial, même s'ils parlent d'orgie 15 minutes avant, dans le monde des dieux. En tout cas, c'est mon avis à moi. Je trouve ça moins. C'est plus Disney, là, tu sais. C'est dommage. C'est comme si ça veut ratisser trop large puis ça va chercher pas personne, dans le fond. Là. Ben, c'est ça. Ben, ça vient chercher juste les jeunes, les plus petits. Puis ça aurait pu être mieux apporté, en tout cas.
j'ai hâte de voir la suite, parce qu'il va en avoir, Thor va revenir. C'est juste que la fin, il y a 2 scènes finales dans le film. Il y en a une qui est plus utile que l'autre, là, mais ça nous amène à... Là, on voyait tous des dieux grecs, donc Zeus, puis là, ça nous amène à Hercule. Hercule, c'est un personnage de Marvel aussi là, qui est super fort. Ben, c'est Hercule, dans le fond, qu'on connaît, là, mais à la Marvel, c'est pas un acteur vraiment... C'est pas The Rock, là? C'est pas The Rock. C'est pas The Rock avec des cheveux, là. Mais c'est un acteur que j'ai pas reconnu là, sur le coup. Mais plus un petit spoiler, là, mais c'est pas... Les gens vont un peu s'en foutre. mais tu sais, je suis quand même intrigué par la suite, Thor 5. Je sais pas si ça va être un Thor 5, justement, ou si ça va être comme relié dans The Avengers. Je pense que ça va être un Thor 5 parce que Chris Hemsworth, ça, il aime le rôle, il veut continuer de le jouer. Il est en shape, fait que c'est bon. Mais je pense qu'il ne faudrait pas que ce soit Waititi qui le réalise. Ou bien que Disney dise Hey, tes jokes plates, on stoppe ça. Là, je pense qu'ils vont le voir aussi là, dans les réactions des gens. Là, comme quoi. Il y a encore des gens qui trippent dessus ben raide, qui trouvent ça vraiment drôle puis vraiment bon. C'est bien bon pour eux, mais je pense que s'ils continuent comme ça s'en va vraiment dans le dallo. Là, puis en même temps, si c'est pas Waititi, ça va faire un clash là, avec les 2 derniers films. Fait que faut garder le cap. Faut garder le cap. Parce que ça finit aussi. Ouais, vas-y. Il y a plein de mémés sur Internet qui chient sur White Steve et qui met comme son ego devant le film puis c'est pour scraper un film, dans le fond. Ouais, ben, c'est ça, c'est carrément ça. Comme je te dis, c'est ça, il se la pète pas mal. Puis c'est dommage parce que il y a quand même du potentiel au Waititi. Son style, il est quand même rafraîchissant, il est original. C'est juste que là, il s'emporte un peu, puis il fait un peu n'importe quoi, puis c'est pas le style que tout le monde veut rechercher, Ragnarok, il était bien balancé, mais là, Love and Thunder, il va un peu trop dans l'excès, c'est un peu quand tu dis à quelqu'un Ah, t'es drôle, puis là, la personne, mais là, elle exagère, puis elle commence à faire tout plein de drôle, juste pour être drôle, Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la suite quand même, mais tu sais, la fin du film finit un peu bizarre. C'est pas trop où la. Parce que là, on est dans la phase 4, OK? Puis c'est pas trop où ça s'en va, là. Tu sais, la phase 4, il y en a beaucoup qui disent Ah, ben c'est comme la phase 1. Tu sais, il y a beaucoup de films qui apparaissaient avec des nouveaux super-héros, puis c'était pas encore tout relié. Mais finalement, il y avait comme des insights dans tous les films, comme, admettons, les pierres de l'infini, là, tu sais. On les voyait peu à peu dans la phase 1. Puis là, dans la phase 2, ben, encore plus. Puis là, c'est dans la phase 3 que là, on a vraiment appris c'était quoi ces pierres-là. T'sais. Mais là, dans la phase 4, c'est qu'il y a beaucoup de super-héros, des nouveaux super-héros qui arrivent. Puis Disney fait trop de tu sais, les séries en plus, ça vient que là, tu as beaucoup de stock. Là. Fait que comment ils vont tout faire pour arranger ça, c'est un peu bizarre. Tu sais, là, j'ai écouté Miss Marvel sur Disney+, finalement. Je t'avais dit, tu le savais, j'avais aucun intérêt pour cette série-là. Ça me démangeait dans le pied. J'étais comme, fuck, c'est quoi cette affaire-là? Miss Marvel, c'est une jeune super-héros qui est apparue il y a comme peut-être 10 ans. Là, elle est vraiment récente là, dans les comics. Là. Elle est apparue comme en 2013, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas la meilleure super-héroïne. Son pouvoir, c'est vraiment de la merde. Là. Elle grossit ses mains, puis là, elle peut comme les élargir, là, comme mettons, Monsieur Fantastique, là, qui est l'homme élastique, mais elle fait juste ça avec ses grosses mains et ses bras, tu sais. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette série-là? Mais tu sais, c'est une jeune pakistanaise, tu sais, fait que c'est c'est un bon moment pour Disney de faire, comme ils ont fait avec Black Panther, puis la communauté noire, tu sais, ils s'en vont faire une affaire pour rejoindre
les gens arabes, tu sais. Ils cherchaient leur argent, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, comment ils ont fait la série? Tu sais, à date, j'ai jamais été wow, tu sais, dans une série Disney+. À date, c'était, tu sais, à part Moon Knight, là, c'était toutes des séries sur des super-héros qu'on connaissait déjà. Fait que, tu sais, c'était comme des petites histoires ici et là qui nous racontaient. Puis c'était le fun, tu sais. Mais je continue de croire que faudrait qu'ils fassent des films avec des nouveaux super-héros, tu sais, pour que ce soit plus concis, tu sais, qu'il se passe plus de choses, que ça soit moins long. Tu sais, Moon Knight, c'était écœurant, mais hey, 6 épisodes pour expliquer 3 personnalités différentes. Hey, écoute, c'est un critique de personnage, là, ça demande beaucoup de concentration à chaque épisode. Là, puis même encore là, ça finit un peu. J'ai adoré ça, Moon Knight, mais ça finit que tu sais pas trop où ça s'en va. Là. Puis aucune connexion avec aucun Marvel autre que lui-même. Là. Fait que tu sais pas s'il va comme apparaître dans d'autres films ou. Ben, tu sais, Miss Marvel, y a-tu une facture cheap un peu à la Obi-Wan là, que. Ouais. Ben écoute. Tu vois, la scène, là. C'est fini, Obi-Wan? Non, j'ai pas fini. Il me reste 3 épisodes Okay. encore. Puis Okay, faut que ben je on me en batte. parlera au prochain Il pod. faut que je me batte pour essayer de les écouter parce que je suis écœuré. Fuck! Ben, j'étais pareil. Mais tu sais, juste dans l'épisode 1, la pourchasse avec Léa Ouais. qui est genre dans la forêt, je suis comme, what the fuck, Ouais. man, c'est quoi, c'est bien BS, là, tu sais. Ouais, c'était vraiment. On en parlera, là. On en parlera, mais tu écoutes. Mais j'ai vraiment hâte de batcher ça, là. Fuck. Puis là, désolé pour ceux qui ont aimé ça, mais c'était vraiment pas une bonne série. Mais non, c'est Miss Marvel, 6 épisodes aussi, au moins. Il y avait des rumeurs comme quoi ça allait jusqu'à 9. Là, j'étais comme, pourquoi il ferait 9 épisodes avec cette super-héroïne-là? Non, c'est quand même bien filmé. Mais encore là, je trouve que les effets spéciaux sont vraiment pourris. Là, ils n'ont pas le budget d'un film. Fait que c'est sûr que ça se reflète. T'sais. Puis c'est long. Là, c'est 6 épisodes. Ça commence à être bon à l'épisode 4. Le temps qu'elle trouve ses pouvoirs, le temps qu'elle se pratique avec. Puis, les 2 premiers épisodes, c'est vraiment juste pour nous faire pénétrer dans son monde de pakistanaise, là, puis les religions, puis toute la kit. Comme ça, là, je trouve ça un peu. C'est forcé un peu sur justement l'ethnie de cette fille-là. Dans le sens que si, mettons, Peter Parker, c'est un catholique pratiquant, ben, on va pas le voir à l'église pendant 20 minutes parler avec toute sa famille, puis waouh, Dieu, vous êtes bon. C'est comme, on le sait, OK, elle est arabe, puis ils ont des procédés dans leur moralité, dans leur religion. Puis c'est bien correct pour eux, puis j'ai rien contre ça. C'est juste que pourquoi tu montes ça à l'écran, puis que tu forces sur le fait de prier leur Dieu, puis toute la kit. Mais encore là, je vais commencer avec les points forts de la série. L'actrice est super bonne. Elle amène une bonne vibe à la série puis au personnage. Puis, comment c'est fait, c'est quand même drôle. C'est entertaining. C'est le fun à regarder. C'est juste que je sens pas qu'on est dans le MCU. T'sais. Je sens pas que c'est un Marvel. Je sens que c'est une série pour ados. Qui est le fun à regarder, mais que c'est juste là pour. Admettons une comédie musicale. C'est le fun à regarder, mais c'est comme. Ben, moi, j'aime pas ça, là, mais tu vois, le genre, c'est comme. Tout est beau, c'est hot. Il y a comme différentes. Admettons, ils se textent, puis là, tu vois ces écrans gros, c'est à côté. C'est comme. Il y a une bonne. Comment je dirais une bonne exploitation des effets visuels, là, si je peux dire, là, ou de leur, tu sais, comment c'est dirigé, tu sais, la caméra, tout le kit, c'est le fun, à regarder. Mais là où ça devient un peu de la merde, c'est que le personnage, tu sais, il est pas tant connu, puis là, ils ont comme changé un peu son origine. On sait plus trop, tu sais, ça aurait pu être vraiment simple, comme expliquer que, tu sais, elle a comme un gène qui peut comme la transformer grâce à un bracelet, tu sais. Mais là, ils vont comme
puiser dans son origine pakistanaise, que là, son arrière-grand-mère, elle a vécu de quoi, puis là, elle était dans un autre monde, puis en tout cas... Ben, tout ce que tu me dis, c'est exactement la même chose que Alerte Rouge, là, le film de Pixar qui est sorti. Là. C'est la même Ah oui, fucking ok. affaire, mais c'est la même chose. Ben écoute, j'ai pas vu ce film-là, mais c'est... Tu sais, comme je te disais hier, c'est un copier-coller aussi de Spider-Man, ce qu'ils ont fait avec la trilogie de Tom Holland. C'est pas concernant son super pouvoir, mais concernant son école. T'sais, elle est à l'école, c'est une jeune, elle a 16-17 ans. Puis là, elle a deux meilleurs amis, dont un qui va savoir son secret, puis qui va comme l'aider, son techno-acolyte. Là. Puis là, elle va avoir un gars qui a tripe dessus. Puis là, lui, il est comme... Sa mère est méchante. Comme dans Homecoming, Michael Keaton, c'était le père de la blonde de Peter Parker. Fait que c'était comme le méchant. Fait que là, c'est la même affaire. Puis là, t'as des enseignants qui sont super drôles, qui font des blagues. T'as son orienteur, qui est un peu homosexuel, là, ben, j'imagine. Il parle de Meryl Streep, toute l'équipe. Puis, là, il fait des jokes, puis là, il est comme cool, mais il est pas cool, il est pas drôle. Mais c'est la même vibe que l'école de Peter, puis c'est comme s'ils étaient vraiment à la même école. Là. Ils sont pas à la même école, là. C'est juste, ils ont créé la même espèce de vibe de Spider-Man. Une minute. OK. Je pense que tu avais une question que là, bon, il va m'en poser. Mais c'est ça. Je trouve que c'était cheap. Ils font juste du copier-coller là-dessus. Mais avec de la musique arabe. Tout le long de la série, ils mettent, ça fait différent. T'sais. Fait que ils ont changé un peu son origine. Ben moi, je la connaissais pas tant. Là. C'est juste des affaires que j'ai lues aussi là, sur son personnage. Puis là, elle a comme plus de pouvoir grâce que vu que c'est un bracelet, puis qu'elle a de quoi en elle quand même, un gène, mais que c'est le bracelet qui le réveille. Fait que là, elle a comme plusieurs pouvoirs. Puis là, elle apprend quand même vite à les contrôler. Là. C'est un peu vite fait. C'est sûr, en 6 épisodes, elle n'a pas le choix d'apprendre vite. Là, fait que, c'est quand même vite fait. Mais à partir de l'épisode 4, elle rencontre des nouveaux... d'autres gens qui veulent l'aider. Fait que, ça commence à être quand même correct, le niveau action, réaction. T'sais. Puis, mais c'est encore c'est encore comme du remanchouillage. Il y a comme deux gangs de méchants, dont un qui c'est le gouvernement, qui a comme un autre équipe secrète là, que tu n'as jamais entendu parler, qui s'appelle le Damage Control. Puis, ça arrive vite. Puis là, le plus décevant, c'est que moi, pourquoi j'ai voulu regarder ça finalement, c'est comme je te disais, j'avais vu le spoiler de fin, puis ça jasait de quelque chose qui m'intéresse le plus, là, dans les super-héros. Ça jasait d'un groupe de super-héros qui m'intéressait le plus. Fait que ça m'a comme poussé à regarder ça. Là, je dirais pas le spoiler si les gens veulent l'écouter, mais j'en ai déjà trop dit, Benz. Mais en tout cas, finalement, ça n'a aucun rapport, puis ça n'a comme aucun lien. Là. Parce que techniquement, Miss Marvel, c'est une inhumaine. OK? Les inhumains, c'est. Là, t'en dis trop, là. Là, t'en dis trop, là. J'en dis trop? Ben non, mais Ouais, c'est parce que ça le personnage. je sais où tu t'en vas, là. Fuck! Tu me l'as dit hier, là. OK, non, mais je voulais juste expliquer c'était quoi un inhumain. Ouais, je sais, mais je vois ton lien, là. OK, j'en dis trop. T'en dis trop. Ben, je vous dirais, si vous aimez les séries Disney+, ben, c'est une série, tu sais. Ça s'écoute bien, mais c'est pas écœurant. T'sais. On va-tu regarder ça, tu penses? Tu me donnes le goût de regarder. Ouais, vas-y. Je pense pas. C'était du temps à perdre. Mais ça s'écoute quand même rapidement. Là. Chaque épisode dure 40 minutes. Là. Moins le générique qui dure 5 minutes. Ouais, c'est ça. Tout le temps, les Disney, c'est 10 minutes de générique. Là. C'est ça. Mais là, Miss Marvel, c'est ça. Elle aussi, où est-ce que je voulais en venir avec ça? C'est que, un peu comme Thor, puis les autres
derniers films de Marvel, tu sais, mettons Doctor Strange, ça finissait aussi bizarre, tu sais pas où ça s'en va. Ben là, Miss Marvel, elle, ça finit. Il y a comme une scène cachée là, à la fin de tout, fait que vous irez l'écouter, mais tu sais qu'elle va se retrouver dans le prochain film de Captain Marvel. Parce que c'est déjà dit, ça fait longtemps, là, que le prochain film de Captain Marvel va s'appeler The Marvels. Puis là, tu sais, c'est. Parce que Miss Marvel, à la base, c'est une fan de Captain Marvel. Fait que, tu sais, veux pas, dans la série, ce qui m'a choqué aussi, c'est que là, c'est sûr que c'est une fan, tu sais, fait que là, elle agit comme une adolescente qui a un super-héros, tu sais, qui mettent sur un piédestal leur super-héros. Fait que là, ça raconte comme quoi Captain Marvel, c'est elle qui a sauvé l'univers dans Endgame. Oui, elle a sauvé l'Avengers en arrivant. Mais... Tu sais, quand tu dis que ça reprend le pattern de Spider-Man, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Tu sais, Spider-Man, quand il rencontre c'est-tu Doctor Strange, je ne sais plus trop qui dans Infinity War, c'est comme s'il capote puis c'est un fan, tu sais, puis ils sont gênés un peu. Là. Ouais, ben, le jeune Peter Parker, interprété par Tom Holland, il est comme fanatique de tous les super-héros. Mais ça reprend le pattern de Homecoming avec Tony Stark, tu sais. Il tripe sur Tony Stark, puis là, il pense que Tony Stark va comme l'amener dans les Avengers. Puis là, de fil en aiguille, il devient un peu Tony Stark, là, dans le sens que dans le 2, il y a des lunettes de Tony Stark, puis il reprend la même technologie pour créer son costume. Fait que c'est un peu... il idolise son idole. T'sais. Bref, ça conclut pour Thor, Love and Thunder, puis Miss Marvel. Excellent. Moi, je peux aller avec un bon film, un film assez récent, je pense, ça fait 2 ans qu'il est sorti. Vas-y avec ton cœur. Un film A24, qu'on se trompe jamais avec ça, parce que c'est toujours des bons films. Ça se trouve sur Netflix. Ouais. Moi, je l'ai en DVD, mais ça se trouve sur Netflix, ce film-là. C'est The Farewell de Lulu Wang. Okay. Avec Aquafina. Ah oui, j'ai entendu parler, oui. Très bon, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. C'est vrai, ouais? Ouais, dans le fond, c'est un peu. C'est comme une plongée dans la culture chinoise d'un point de vue nord-américain un petit peu aussi, parce que dans le fond, c'est Aquafina qui a grandi dans une famille chinoise qui a immigré à New York. Fait qu'elle avait à New York, puis elle a comme la culture chinoise de New York, mais pas la culture chinoise comme de ses grands-parents puis tout. Ouais. Puis il y a quelque chose dans cette culture-là que, mettons que quelqu'un a le cancer puis va mourir, ils le disent pas, puis ils le cachent, puis ils font comme si de rien n'était. Le film, c'est ça, dans le fond. Ils apprennent que leur grand-mère va mourir, mais là, ils organisent un mariage pour se rendre là-bas pour voir leur grand-mère, passer un dernier moment avec elle, sans qu'elle le sache qu'elle va mourir. Fait que c'est comme si tu te rends là, tout le monde sait qu'elle va mourir, puis tu sens la tristesse dans le regard, mais il ne peut pas le dire, puis il ne peut pas le vivre pour de vrai. Il faut qu'il cache ça. Aïe, aïe. Puis c'est rough quand même à regarder, puis c'est beau. C'est comme pour que tout reste beau, tu sais, il y a comme caché la tristesse, genre. Ben, il y a une phrase dans le film qui dit qu'est-ce qui tue la maladie qui tue, c'est la peur de mourir, c'est pas vraiment maladie. Puis là, je veux pas spoiler à la fin, rien, mais c'est ça. C'est ça. Mais c'est une histoire vraie en plus, c'est basé sur l'histoire de Lulu Wang qui a vécu ça avec sa grand-mère. Aïe aïe. Là, je dirais pas à la fin, mais vous l'écouterez, c'est très très bon. Ça a une esthétique un peu naturaliste, puis c'est vraiment beau, tu sais, c'est comme il n'y a rien de flamboyant, mais c'est comme ça va chercher les vraies émotions, puis c'est comme tu es proche des personnages, puis c'est facile de s'identifier parce que ben, tu sais, tout le monde a une grand-mère dans la vie, là, ou 2 grand-mères. C'est vrai. Tout le monde a ça. Fait que c'est facile même si c'est une autre partie du monde, c'est d'autres mœurs, mais c'est quand même le lien est là pareil, puis tout le monde connaît ça, tu sais. Puis Aquafina, es-tu bonne comme dans le dramatique ou Très bonne, elle est vraiment excellente. Puis en plus, moi, j'ai juste vu pas mal dans la comédie, là, tu sais. Surtout dans Shang-Chi, là, c'est comme le sidekick de Shang-Chi, puis elle est comme pas vraiment importante, elle est juste là pour faire des blagues, mais pas tant drôle, là, mais... Non, elle est extraordinaire, ouais, elle est très bonne. Je pense que le reste du cast, en majorité, c'est des non-comédies. C'est du monde qui ont juste pris de même, puis ça sort vraiment bien. La grand-mère est incroyable. Nice. Je vous le conseille fortement. Ben, j'avais vu des bonnes critiques, c'était intéressant. C'est un film c'est une belle sensibilité et des belles émotions. Tu sais, la sensibilité, c'est vrai, c'est vrai. Puis c'est important. C'est important. Je vous le conseille. Regarde ça sur Netflix, c'est important. Ben oui, c'est sur Netflix en plus? Oui, il l'a. Il l'a sur Netflix. Aïe aïe! OK. Attends, je vais vérifier si c'est encore là, mais oui, il l'a sur Netflix. C'est cool.
Attends un peu. Puis, tu sais, je pense justement que c'est le premier film de Lulu Wang. Moi, il est là sur Netflix, il est ici. The Farewell. Ben oui, tu sais. C'est son premier film. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire par la suite. Ben, Parce que c'est une grande c'est œuvre. l'histoire de Lily Wong, puis c'est elle qui réalise. Oui, c'est ça. C'est elle qui réalise, puis qui a Ok. scénarisé. Puis c'est comme son histoire à elle, un peu avec sa grand-mère. Puis, tu sais, des commentaires que je lisais, il y a plein de Chinois ou d'Asiatiques Chinese Boy, ouais. qui disaient hey, genre, j'ai vécu la même chose avec ma grand-mère, puis genre, je me suis tellement reconnu dans ça. Puis, tu sais, pour nous, ça a l'air Mhm. bizarre de faire ça, mais ça fait du sens quand tu comprends un peu leur Ouais, raisonnement. ouais. Puis tout, là. Ben, c'est une autre, tu sais, c'est une autre culture aussi, là. Fait que. Puis, tu sais, le fait aussi qu'elle soit à New York, qu'elle a grandi à New York, c'est facile aussi de Ouais. s'identifier comme si nous, comme étrangers, on se ramasse là-bas. Elle vit un peu le même feeling, même si elle a grandi un peu dans la culture chinoise, veut pas, là, tu sais. Mais c'est une Mhm. experte pareil, tu sais. Qui fait que Ouais. je trouve ça très bon, je vous le conseille. Aïe, aïe. Ben, tu me donnes l'eau à la bouche. Ça. Ben, regarde, tu vas aimer Ouais. ça. Tu vas aimer ça. Ouais, ben, je vais le mettre dans ma liste Assurément. Netflix. J'en ai plein. J'en ai plein dans ma liste. Fuck! Il y aurait toujours trop de films à regarder. Hein. Ouais, ben, j'en ai quand même regardé une couple là, depuis quelques semaines. Là. Puis ça sera pour un prochain podcast. Mais parlant de Netflix, je vais aller avec tout de suite un film. Ben, je peux tout de suite parler de deux films là, Netflix, dont un que je ne parlais pas beaucoup parce qu'il ne se passe pas grand-chose dans le film, mais c'est deux films avec Chris Hemsworth, vu que je te fais ma passion Chris Hemsworth en ce moment. Je vais commencer avec Tyler Rack. Je ne l'avais pas regardé encore. Il est quand même sorti il y a quelques années là, sur Netflix. C'est un film Netflix. Chris Hemsworth qui joue un missionnaire, un ancien soldat qui prend il prend des missions juste pour l'argent, mais c'est des missions suicides parce que le gars est un peu dépressif. Il a perdu son fils, puis sa femme, tout le kit. Fait que, dans le fond, lui, il s'en fout de mourir. Là. Puis sa mission, là, c'est d'aller euh, extraire, faire une extraction d'un jeune Indien qui est comme le fils d'un Indien, je ne sais pas exactement dans quoi il trempait, là, mais son père est en prison, puis là, il y a comme des méchants qui veulent se venger, puis ils prennent son fils en otage, tu veux. Fait que là, son fils, il s'enfuit, puis là, Chris Hemsworth, son but, sa mission, c'est d'aller sortir son fils de l'Inde, pour le protéger, puis l'amener en Amérique, tout le Fait que c'est un film d'action. Quand même 2 heures le film. Ça se passe quand même vite là, parce que il y a beaucoup il y a de l'action tout le long du film. C'était quand même c'était le fun à regarder pour les prises de vue en travelling. Là, c'était surtout ça qui était reconnu là, pour ce film-là. J'avais vu beaucoup de scènes là, sur les réseaux, là, Instagram ou Facebook. C'était bien filmé, puis c'était le fun à regarder. Admettons, il est en char, puis là, dans les petites rues de l'Inde, puis il se fait tirer dessus, il se fait poursuivre, mais la caméra, elle suit tout le temps, là, un peu comme dans 19-17, là, Ouais. ça suit partout là, où c'est que ça va, là, il court ses Un plan immeubles. séquence. Un plan séquence. Un plan séquence, c'est ça. Excuse, j'ai un chat dans la gorge. Puis c'est ça, un plan séquence, j'avais le mot sur le bord des lèvres. Fait que c'était quand même le fun à regarder, mais il se passe pas. C'est pas un film qui va passer à l'histoire, là, je pense. C'est un genre de Rambo cheap, là. Ouais, un peu, tu sais. Ben, les scènes d'action sont bonnes, il se bat, puis Chris Hemsworth il est en shape, fait que quand il se bat, on dirait vraiment un soldat qui se bat, mais sans plus, là, je veux dire, j'ai rien de plus à dire. Dans le film, c'était bon. Il va en avoir un deuxième, mais là, à la fin, t'es comme pas sûr comment ça finit, mais ça vaut la peine de l'écouter, là, pour ceux qui aiment juste des films. C'est un film Netflix, hein, on s'entend. Fait que c'est un film. C'est un film de divertissement qui a été fait quand même sûrement rapidement. Là, puis, c'est le fun à regarder. Ça a l'air. Ben, je vais checker voir la Metascore, voyons quoi. Yeah, je pense qu'il y a quand même un bon ratio. Tyler Rake. Ah, c'est Extraction en français, c'est ça? Je pense que ouais.
56, c'est pas si mal que ça, 56. Pas si mal. Mais je pense que c'est ça, les gens ils ont quand même trippé sur les scènes d'action. Puis tu sais, les combats, c'est un peu à la John Wick, là. Fait que c'est quand même bien filmé. Mais vois-tu le scénario de Joe Russo, là? OK. Ben, Avengers, tu sais, c'est qui Joe Russo, là? Ouais. Ok, c'est ça. Scénario de lui. Bon. T'as fait la job. Ouais. Après ça, j'ai regardé une nouveauté Netflix qui est sortie il y a peut-être 1 ou 2 semaines, peut-être plus aussi, là, au début de l'été. Spider-Head. C'est un film avec Chris Hemsworth et Miles Taylor. C'est réalisé par Joseph Kosinski. Ouais, Kosinski, c'est ça. J'oubliais son nom de famille. C'est celui qui a fait le nouveau Top Gun, donc Top Gun Maverick. Puis là, il revient avec Miles Teller pour ce film-là. C'est un film Netflix. C'est un film bizarre. Il était le fun à regarder, Ça mais. vient tout juste de sortir, le 17 juin. Ah, ok, ouais, Ouais. ben c'est ça. Il y a 2-3 semaines. Ouais. Fait que Spider-Head, c'est un film, c'est de la science-fiction, là, tu sais. C'est une espèce de prison où, ben, dans le fond, des prisonniers qui sont ça ressemble à être Hawaï, là. Je sais pas exactement sont où. Ils sont sur une île. Puis ils sont comme enfermés dans un sous-sol. Mais ils ont des chambres. Ils sont libres. Là, ils peuvent marcher, toute l'équipe. Mais ils sont là pour expérimenter des espèces de médicaments, là, des nouveaux produits. Puis l'espèce de chef qui contrôle ça, ben, c'est Chris Hemsworth. Fait qu'il joue un peu un mégalomane là, qui est là pour. Il joue le bon gars qui est là pour les aider, puis aider le monde. Mais dans le fond, il se retrouve à être un Christy malade. Malade dans la tête. Il joue quand même bien son rôle. Là. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu dans d'autres rôles que soit un dieu du tonnerre ou soit un gars d'armée qui veut se battre avec tout le monde. Fait que ça faisait quand même différent. Là. Pour sa carrière, je pense que c'est bon. Puis Miles Teller, ben, il joue un des prisonniers qui est là, que lui, il a eu un accident de char quand il était sous, puis là, il a tué des gens. Fait que, il est comme. Tu vois un peu son histoire dans ses rêves et tout. Puis tu apprends à mieux le connaître. Fait que c'est quand même. La force du film, je pense, c'est plus lui, là, un bon acteur, là, puis il joue bien son rôle. Mais, je pense que le problème, c'est peut-être le scénario. Tu sais pas trop où il s'en va à un moment donné, puis ça, la fin est quand même. Je pense que le film dure 1h48, 1h50 environ. Puis, ça se passe quand même vite la fin. Là. Il se passe beaucoup d'affaires en peu de temps. Puis, ça finit comme. C'est un peu facile, là. La fin, ça finit. En même temps, il n'y avait pas d'autre fin possible, vraiment. Là. Mais, non, j'ai quand même apprécié le moment. Je le conseille à tous. Plus que Tyler Rake. Ben écoute, c'est 2 films complètement différents. Tyler Rake, c'est que si vous voulez juste être diverti puis rien apprendre du cinéma, allez-y. Spider-Head, c'est qu'il y a quand même une bonne formule derrière le scénario, puis comment c'est orchestré, mais sans plus non plus. Fait que c'est pas. Des films Netflix, hein? Des films Netflix. En tout cas, c'est intéressant. Mais il y a tout le temps. Moi, c'est ça, c'est comme. Il y a tout le temps une espèce de. Je sais pas, une espèce de vibe dans les films Netflix que je suis pas capable. C'est comme. Aïe, on dirait qu'il manque de budget ou. Pas de budget, mais de. Tu sais, même si c'est un bon réalisateur qui a fait Top Gun, Maverick, même si c'est des bons acteurs, on dirait qu'il y a tout le temps de quoi que c'est comme. Pourquoi ils sont tout le temps huis clos à quelque part? Puis. Tu sais, pourquoi ils sont. Tu sais, ça se passe juste en prison, là. Tu sais, ça se passe juste dans le bâtiment de sous-sol. Des fois, ils sortent dehors, puis là, tu vois comme les îles, puis ça a l'air d'être Hawaï. Là. Mais sinon, sans plus, là, c'est comme. Peut-être qu'il manque de budget. Ben, peut-être. Peut-être. C'est bizarre, mais peut-être. Ouais. Là, à la place, ils font des séries sur Resident Evil, que ça a l'air que c'est vraiment à chier. En tout cas, j'ai hâte de voir ça. Netflix. Excellent. Netflix, mesdames et messieurs, Netflix.
Ah, je parlais avec un film, un excellent film que j'ai vu, qui a gagné le score de la meilleure performance pour un acteur là, l'année passée, je pense, Aïe, aïe, 2021. parti. Anthony Hopkins, Ah ouais, The Father. The Father, de Florian Zeller. Puis dans le fond, ça, c'est une pièce de théâtre de Florian Zeller à la base, qui est adaptée en film. OK. Puis ça aussi, c'est un huis clos, où ce que tu suis Anthony Hopkins, qui est un monsieur qui commence à faire de la démence, qui perd la tête. Puis sa fille Olivia Colman, puis il y a comme plein de personnages, mais au fil du temps, c'est comme un huis clos, mais les pièces changent. Mais tu restes dans la même pièce, mais les décors changent. Puis c'est comme si tu es dans la perception d'Anthony Hopkins. Puis les personnages, genre, deviennent un puis l'autre. Puis tu sais pas trop qui est qui. Parce que lui-même ne se révèle pas qui est qui. Puis il inverse les gens. Puis ben là, je ne vais pas spoiler à la fin. Là. Aïe, aïe. Mais c'est d'un point de vue du cinéma, c'est extraordinaire. Tu commences à jouer avec les perceptions juste avec des petits effets de décor. Ou, Ouais. bien utiliser la caméra. Puis tout, c'est un bijou. C'est vraiment excellent. C'est rough quand même. Là, parce que tu sens le personnage d'Anthony Hopkins qui perd ses moyens et qui s'en rend compte un peu. Là, Hmm. c'est C'est pas, jamais facile. c'est pas facile à regarder non plus, mais ça vaut vraiment la peine. C'est un bijou de cinéma. J'ai hâte de voir ce que. Je sais pas s'il a fait d'autres films, Florian Zeller, ou c'est un gars de théâtre, là, mais j'ai hâte de voir ce qu'il ferait d'autre après. Je pense qu'il y en a un qui s'en vient bientôt. OK. Puis Olivia Colman aussi est vraiment bonne. C'est la reine dans. Ouais. C'est quoi le film? The Favorite. The Favorite, exactement. Ouais. Elle a gagné le score pour ça aussi, c'est excellent. C'est écœurant. Je sais pas si t'avais aimé The Favorite. Toi. Je l'ai pas encore vu, Ah. mais il est dans ma liste. C'est pas C'est ça. Netflix? Il y a C'est Yorgos Netflix Lanthimos. ou Mais je pense qu'il est sur Netflix. Netflix ou Disney+? Non, je pense que c'est Netflix. Attends, je vais te confirmer ça là. C'était pas 20th Century Fox, hein, je pense. The Favorite. The Favorite. Ah, il n'y a pas sur Netflix. Non, OK. Il est où? Ça se peut qu'il l'était à l'époque, mais qu'il ne l'est plus. Ah, je pense que c'est ça. Parce Ouais. que, il me semble que je l'avais mis dans une liste, mais je me rappelle plus où. Ouais. Il y a tellement de streaming dans le monde. Mais il y a Marie-Antoinette sur Netflix, par contre. Très bon film de Sofia Coppola. Ouais. Ben oui, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. The Father. Je vous le conseille. Ouais. Toi aussi, je te conseille fortement. Je pense que tu aimerais ça. Ça m'intriguait. Ça m'intriguait. J'adore Anthony Hopkins. Ça reste un huis clos. Là, tu sais pas trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Parce que t'es comme. C'est pas clair. La fin est forte aussi, parce que, ben. Bon, non, je dirais pas la fin. Je dirais pas la fin. Regardez-le. C'est un peu dément comme des films de Aronofsky ou. Quoi? Darskovsky. Ça, son nom. Non, Aronofsky. Excuse. Ah, mettons, genre Mother, là, tu parles? Là? Ouais, genre. Ben, c'est pas bête comme idée, là, mais c'est pas tant que ça. C'est plus la manière que la perception du personnage le comprend puis voit les choses qui évoluent, mais c'est pas fucked up vraiment. Là, pas fucked up, ok. T'as pas de scène d'horreur. Là, ça te fuck pas le même? Non, mais c'est juste. Ben, je sais pas si quand tu fais de la démence, c'est vraiment ça qui se passe, mais c'est d'essayer de comprendre. J'en ai jamais fait. J'en ai jamais fait. C'est ça, on sait pas, là. Mais, tu sais. Ouais. C'est plus d'essayer de rentrer dans la tête d'un gars qui fait de la démence. T'sais. Plus non, que des affaires d'horreur. Puis non, c'est ça. OK. Ben écoute, ça m'intrigue. C'est très bon. C'est un film très humain aussi. Puis, ouais. Mes deux films à date, c'est très humain. C'est le fun. C'est proche de l'être de qui on est. Puis c'est dans notre cœur. C'est bon. Puis moi, à date, c'est tout des bullshit d'Hollywood. Ben, il faut continuer là-dessus, man! The Father de Florian Zeller, je vous conseille. J'adore ça. Ben écoute, là, je suis rendu à ma dernière portion de Chris Hemsworth. J'ai des bons films. Ouais, Rush, fucking bon, Rush. Oui, ben écoute, pour la Formule 1 qui était à Montréal, il y a quand même quelques semaines. Ça fait un mois. Ça fait un bout qu'on n'a pas fait de pods. J'ai regardé Rush avec Chris Hemsworth. Puis il y avait aussi, je suis jamais capable de dire son nom, là, Daniel Brühl. Ah, Daniel Brühl. Daniel Brühl. Je sais pas si je l'ai dit comme du nom non plus. Là, mais... Je le sais pas. C'est quoi son nom dans Inglourious Bastard? Là? C'est, je m'en souviens pas. Ah, on va aller chercher. C'est l'acteur, là. C'est l'acteur qui joue le sauveur des Allemands, là, mais je m'en rappelle plus. Mais c'est un Christian acteur, ça aussi. Puis on le voit plus vraiment. Hein, ben, il a joué. C'est lui qui fait. Frédéric Zoller. Frédéric Zoller. Frédéric Zoller. C'est lui qui jouait le méchant là, dans Civil War.
Puis il revient dans la série de Falcon and the Winter Soldier. Là. Ok, il joue dans le dernier Kingsman. Ah ouais? Ok, ben je ne l'ai pas vu encore. Je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas vu. Ok. Ouais. Sinon, ouais. Ok. Ben, ouais, c'est ça. C'est des affaires que je connais pas tant. Ben, c'est bon. Ben, c'est un acteur qui est quand même discret. Puis des fois, ça fait la job. À un moment donné, il va faire le rôle de sa vie. Puis... Mais dans Rush, il joue. Niki Lauda. C'est ça, Niki Lauda. Puis c'est l'histoire justement de si tu veux, la confrontation entre Niki Lauda et James Hunt. Au début, quand même, de la Formule 1, hein, ça se passe dans les années 70, mais la Formule 1, ça a commencé en quelle année, tu penses? Oh, man, je sais pas. J'ai pas cette... Je sais pas. Ça fait longtemps, Et... là. Ça fait longtemps. Ouais. Ben, en tout cas, ça avait l'air d'être quand même dans les débuts. Puis eux autres, ben, c'est ça, ils se sont suivis tout au long de leur carrière, quand ils étaient dans la Formule 3, je pense, ou Formule 4. Puis ils s'affrontaient déjà à l'époque. Puis là, ils se retrouvent tous les deux dans la Formule 1. Puis là, c'est comme pour le championnat du monde, puis international. Là. Puis là, il se passe plein de drames avec Niki Lauda qui se fait brûler dans un accident. Puis James Hunt, que tu sens que il est comme touché par ça parce que c'est son adversaire, mais en même temps, c'est comme son meilleur adversaire, si tu veux. Ils deviennent des amis par leur confrontation, par leur adversité, puis ça finit bien comme film. C'est une histoire vraie faite par Ron Howard. Puis j'ai toujours aimé les films de Ron Howard. Il rajoute quand même une espèce d'effet dans ses films. Là. C'est peut-être parce que aussi j'adore le Grinch. C'est peut-être pour ça que j'adore Ron Howard, mais en tout cas, Rush, un très bon film sur la Formule 1 à regarder. Ben, au travail, j'ai une amie que elle, son chum, c'était un pilote de F1. Ok, je Dans pensais que ces époques-là. c'était Niki Lauda. J'étais là, wow! Non, c'était pas Niki Lauda, c'était Manfred, je sais pas trop quoi, c'était un Allemand. Il est Ah décédé ouais? dans une course à un moment donné. Oh Puis shit! c'était ces époques-là, tu sais. Fait que je parlais avec elle de ça, puis toutes les Niki Lauda puis James Hunt, elle les a vus, là, tu sais, elle les côtoyait Ah tout le temps, ouais? tu sais. Aïe aïe! Fait que c'est fucking intéressant, tu sais. Ben ouais, c'est ça, elle a du vécu, elle, quand même. Ouais. Puis son chum, il est mort, il est décédé. Ouais, il est décédé dans les années 80, je pense. Un C'est accident pendant dans qu'elle un était champ. avec? Ou... Ouais, Aïe aïe, elle l'a vécu dur. j'imagine. C'est quand même. Ouais, ben écoute, c'est dangereux la F1 quand Ah, même. c'est des fous, ces gens-là. Tu sais, rouler à 300 sur une piste, t'es un malade de faire ça. Non, c'est. Puis là, j'imagine, tu sais, à notre époque, ils ont plus de protection aussi, là. Tu sais, j'imagine que. Ben, t'as-tu vu, c'est il y a 2 semaines, Ganyo Joe, là, il a pas eu un accident, il s'est reviré sur le top. Ah, c'est vrai? Puis là, à ce temps, ils ont mis comme des halos au-dessus de la voiture, mais s'il n'y a pas ça, il était mort, le gars, là. Ben ouais. Ça fait Ben 2 ans, écoute, je pense, que c'est ça. Là. Ben, tu sais, dans ces années-là, 70-80, il n'y avait pas la protection d'aujourd'hui. Ben, c'est sûr que nos voitures sont peut-être plus rapides qu'avant. Ben, moi, je sais pas. Peut-être, là, je sais pas. Je connais pas ça, là, mais. Non, mais tu sais, je me dis, la technologie change, c'est l'évolution des voitures. Ben, tu sais, juste le halo qui l'a sauvé la semaine passée ou il y a 2 semaines. Ouais. Il y a 3 ans, il n'y avait pas ça, là. Fait que il y a 3 ans, c'est arrivé ça, il serait mort, tu sais. Ah, la tête écrasée. C'est fou, là, tu sais. Ah ouais. Ouais, c'était écœurant, mais regarde. Ils ont choisi leur vie, tu sais. Ah ouais, puis ils font de l'argent aussi. C'est un choix. Non, c'est un choix. Ah ouais. Tu peux mourir en faisant du vélo dehors, tu sais, avec ton chien. Ah ouais. La vie est jeune. Mais en tout cas, Rush, c'est un bon film. Puis il n'y a pas tant de films hein, de Formule 1. C'est qui le réalisateur? Il y a quand même un grand réalisateur là, qui va faire un film. Eh bien, je pense que c'est Joseph Kosinski qu'on parlait. Là. Je pense ouais. Je pense que son prochain film, c'est un film de la F1 avec Brad Pitt. Parce que, il me semble, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Là. Projet en cours. Formula One, Joseph Kosinski Project. Ouais, il n'y a pas. Il n'y a aucun détail, il n'y a rien de sorti, là, mais ouais. C'est ça. OK. Ouais, mais je pense que c'est ça, il y avait Brad Pitt dans l'œil pour ce film-là. Ah. Ça vous être intéressant quand même.
Je sais pas si ça va être un film fiction, comme le film de Sylvester Stallone, à toute vitesse. T'as-tu vu? Je pense que ça s'appelle Drive. Ça s'appelle juste Drive en anglais. C'est un film de 2001, là, genre, avec Sylvester Stallone qui joue un ancien chauffeur de F1. Puis là, il revient sur le circuit juste pour aider un jeune à se propulser au sommet. Mais c'est un peu, tu sais, c'est 2001, là, c'est comme, c'est stagé, là, Hollywood, tu sais. T'as Burt Reynolds et tout dans le film, qui joue un handicapé, en tout cas. C'est 2001, tu me dis? Ouais, je pense. OK. À toute vitesse. Driven. Drive-In. Ah, OK, c'est Drive-In? Okay. Driven, c'est qui fait ça? René Harlin. Je sais pas c'est qui. 29 de Metascore. Ouais. Ben, moi, j'allais en VHS. Ça s'écoute bien en VHS. Fait que j'ai... Ben, c'était... Tu sais, pour l'époque, c'était quand même le fun. Ben, c'est ça, la F1, c'est rare des films de F1, là. Tu sais, souvent, c'est NASCAR, mettons. Puis là, j'ai regardé aussi Ford versus Ferrari pour ce moment-là de la F1. Tu sais, le film de course, tu sais, c'est quand même le fun. Ford versus Ferrari. Tu l'as pas vu encore, hein? Non, j'ai pas vu. Il est sur Disney+, si jamais quelqu'un veut le voir, là. J'ai vu qu'il était sur Disney+. Moi, je l'ai en 4K, mais c'est correct. Disney+. Puis en même temps, ben, ça faisait... C'était le fun, parce que j'ai été voir tard, tu sais, Love and Thunder, puis tu vois Christian Bale, qui est dans Ford vs Ferrari, qui joue Ken Miles, ben, c'est le méchant de Thor. Puis Matt Damon, qui joue Carol Shelby, ben, il joue aussi, tu sais, il revient. Lui, c'était comme une blague là, dans Ragnarok. C'était un acteur sur Asgard qui jouait Loki, tu sais, au théâtre. Puis t'avais Sam Neill qui jouait Anthony Hopkins, là, qui jouait Odin. Puis t'avais le frère de Chris Hemsworth qui jouait Thor, tu sais. Puis là, il a comme repris cette blague-là dans Love and Thunder en refaisant une scène, tu sais, dans Ragnarok. Là. Fait que t'as comme Matt Damon qui revient dans son rôle avec Sam Neill aussi. Puis là, t'as... comment est-ce qu'elle s'appelle? McCartney. Jenny McCartney, tu sais, elle est quand même grosse, là. Elle fait des comédies, là. Ah, Jennifer McCarthy. C'est-tu elle, Jennifer? C'est McCarthy. Je pense que c'est Jenny McCarthy. Ben, la femme de... Ah, ben, attends un peu, là. Tu sais, elle a fait des films comme Tammy, là. C'était plate, ouais, attends. Vol d'identité, tu sais, avec Jason Bateman. Melissa McCarthy. Ah, Melissa, c'est ça. C'est ça, Melissa. C'est la sœur d'un autre McCarthy qui jouait... ben, qui jouait pas, mais qui était la femme de Jim Carrey. En tout cas, elle, la grosse blague, c'est que c'est elle qui joue Ella, là. Qui était Kate Blanchett dans Ragnarok. Fait que c'est une autre blague qui est comme... pourquoi une actrice grosse jouerait Ella? C'est un peu bizarre. Mais bref, tout ça pour dire que c'était juste le fun parce que Christian Bale et Matt Damon jouaient dans un film qui jouait aussi dans l'autre film. C'est ça la blague. Puis Ford vs Ferrari, je te le conseille, t'aimerais ça. Un film de James Mangolas. Puis c'est une bonne histoire. Moi, je connaissais pas cette histoire-là. Là. C'est comme l'évolution un peu de Ford là, dans les années 50. Là. Fait que quand même le fun. Mais je pense que c'est la fois où Ford a commencé à... Ben, ce qu'ils disent dans le film, là, c'est Ford, il faisait pas encore des voitures de course, il faisait pas encore de course, puis il voyait que Ferrari, qui était quand même leur adversaire, là, leur compétition, ben eux, ils faisaient toutes les courses, t'sais. Fait que là, c'est l'histoire de la course du Mans. Ouais. Tu connais ça, ouais? Ouais. Fait que c'est comme de rouler pendant 24 heures là, sur la même route, puis ça a l'air que c'était dangereux, puis tout à quitte. Fait que c'est quand même le fun à regarder. Je vous le conseille. Mais dans le fond, c'est comment ils ont créé la Shelby, dans le fond, c'est ça? Oui, c'est ça. Okay. Ben, c'est parce qu'ils ont été... Ford a été chercher Carroll Shelby pour justement... Puisque c'est le seul Américain à cette époque-là qui avait gagné le Mans, les 24 heures du Mans. Puis je pense que lui, c'était dans les années 40 qu'il les a gagnés. Puis c'était le seul Américain. Puis là, lui, ben, il a accepté pour travailler pour Ford.
Puis il a été chercher son meilleur pilote, qui est Ken Miles, qui est Christian Bell, que lui, il connaissait pas mal les voitures, puis c'est un peu grâce à lui aussi qui a comme allégé la voiture, qui l'a fait plus rapide, meilleur pour tourner. Fait que c'est quand même impressionnant là, comment ils ont construit cette voiture-là ensemble. Fait que c'est-tu un beau film patriotique pour montrer comment les Américains sont bons et sont beaux? C'est ça le film, dans le fond? Pour vrai, je pense que oui, mais en même temps, c'est Ford versus Ferrari. Ils travaillent pour Ford, mais tout le monde qui était dans l'équipe de Shelby, mettons, ils se foutent de Ford. C'est comme un peu pour montrer aussi que Ferrari, mettons, le grand patron, c'était un peu un insolent. Là, il ne voulait pas racheter Ford. Là. Ben, dans le fond, Ford voulait s'associer à Ferrari, puis Ferrari a refusé. Puis c'est pour ça que Ford est allé en guerre contre Ferrari. T'sais. Mais ça montre juste que Ford, c'est aussi une Christie d'industrie de merde. Là, que, ils pensent juste à l'argent, puis ils se foutent des voitures. Là, ils voulaient juste gagner le Mans. Fait que, les autres, ils disaient à Carroll Shelby combien ça vous prendrait pour gagner le Mans. Mais là, Carroll, il leur a dit c'est pas l'argent qui compte, c'est le pilote. Bref. Ford versus Ferrari. C'est James Mangold, c'est un bon cinéaste, ça doit être bon, assurément. Ah oui. C'est très bien filmé, puis l'acting est très bon. Okay. Alors, c'est à voir, ça. Ça fait la job. Ouais. T'as-tu vu Logan? Non, pas encore. Ça serait à voir. Il faudrait, oui, assurément. Il est sur Disney+, hein? Ben oui, il est partout. Assurément. Peut-être checker ça bientôt, on verra. T'as pas la version noir et blanc, mais pas grave. Ça fait la job. Il nous reste 5 minutes. Je pourrais aller avec un film... OK. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oh! Grand chef-d'œuvre de Michel Gondry. Scénario de Charlie Kaufman, qui est fait un des plus grands scénaristes contemporains. Toi, c'est un film que tu aimes beaucoup, Eternal Sunshine, j'imagine? J'adore Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Puis là, pour n'importe qui a jamais vu ce film-là, ça se trouve au complet sur YouTube. Fait arrêtez tout ce que vous faites puis allez voir ça immédiatement. Sauf que c'est vrai? Ouais, il y a sûrement peu de gens qui n'ont pas vu ce film-là, mais comme si ça donne, immédiatement aller voir ça. Parce que ça va... je pense qu'il est sur Disney+, non? Ah, peut-être, ça se peut. Netflix? Mais il est sur YouTube au complet, gratuit. Quand tu as quelque chose de gratuit sur YouTube, tu t'en profites. Exactement. Avant qu'il se fasse barrer parce que c'est illégal. Là, mais... Ouais, c'est ça. Il est sur Prime Video. OK. Mais tu sais, ça, c'est un film qui va changer votre vie, ça va vous bouleverser, puis c'est extraordinaire. C'est bon. Dans le fond, c'est Jim Carrey qui joue un personnage. Tu sais, Jim Carrey, quand il joue, pour vrai, c'est un fucking génie. Ouais, une de ses meilleures interprétations dramatiques. Effectivement. Ben, assurément. Ah ouais. Puis dans le fond, ça commence qu'il rencontre une fille, Clementine, puis là, ils sont comme, hey, c'est le fun, on s'aime, puis tout. Puis on a l'impression de s'avoir déjà connu, mais ils savent pas trop. Ouais. Là, finalement, tu te rends compte que lui, il a essayé de l'effacer de sa mémoire parce qu'elle a essayé de l'effacer de sa mémoire. T'sais. Fait que là, c'est tous ces questionnements-là. Puis là, pendant qu'il fait le processus d'effacer sa mémoire, c'est comme s'il il veut renverser le processus pour la garder dans sa mémoire parce qu'il l'aime, mais il essaie de fuir dans ses souvenirs avec elle pour essayer de la garder quelque part. Ouais. Mais comme c'est impossible dans le fond parce que le processus est trop fort, puis au final, tu fais ça. Mais ça fait des belles questions philosophiques de comme. Tu sais, tout ce que tu fais arrive pour une raison, puis ça t'amène du bagage, puis il faut, même si c'est voie à l'échec, ça t'a amené quelque part, puis tu as passé des belles années, puis accepte-les, puis vis-les comme pleinement, tu sais. Mm-hmm. Est-ce que toi, t'effacerais quelqu'un de ta mémoire? Tu sais, est-ce que tu ferais ça ou comme toutes ces questions-là? C'est toi, tu ferais de ça, Joe, effacer quelqu'un de ta mémoire? Ben, moi, ça dépend, tu sais, à quel point elle m'a blessé, tu sais. Mais, vraisemblablement, elle l'avait blessé quand même pur et dur, là, tu sais. Ouais, mais peu importe. T'as quand même vécu des belles choses avec. Puis c'est ça qui est fun dans tous les souvenirs que tu vois, c'est toujours des mauvais souvenirs, tu sais. Puis malgré tous les mauvais souvenirs, il veut la garder pareil parce que malgré ça, c'est quelqu'un qui est important pour elle. C'est ça. Puis là, elle est rendue avec le nain de Elijah Wood. Il est affreux dans ce film-là, il est tellement laid. Il est tellement... En plus, avec ses gros favoris, là, il y a genre des gros favoris.
Une petite C'est ça, barbe. parce que justement, Elijah Wood, ben, Frodon. Pardon, Sakai! Frodon Sake. Puis lui, il a effacé la mémoire de Clementine qui est jouée par Kate Winslet. Ouais. Puis là, pour la conquérir, il prend toutes les mémoires de Jim Carrey pour essayer de la charmer, puis il fait comme toutes les mêmes lignes que l'autre a faites pour la conquérir, puis c'est quand même... C'est Quel comme son mange-marde. alter ego, là, genre. Quel mange-marde. Comme son double. Et aussi, t'as Kristen Dunst qui est extraordinaire. C'est magnifique. Ouais, avec Mark Ruffalo. C'est une jeune Kristen Dunst, un petit peu après Virgin Suicide, là, puis Ouais. extraordinaire. Magnifique Kristen Dunst. T'as reconnu Mark Ruffalo aussi? Ben, assurément. Puis j'ai vu David Cross aussi qui joue dans Club de peur. Là. C'est quoi c'est quoi dans le Club de peur en anglais? Club Dread? Club Dread, ouais. Ah, c'est ça, ok, ouais. David Cross. Fait que c'est ça. Grand chef-d'œuvre. Je te dirais que c'est dans le top 5 des meilleurs films du 21e siècle. Ah ouais? Je me mouille. Oh, ouais. Tu l'avais jamais vu? Ben oui, je l'ai vu plein de fois. Là. Ok. C'est juste que j'avais vraiment le goût de le regarder. Parce que Ah ouais, non, bon. Mais c'est bon. C'est toujours bon. Ouais. Puis on dirait à chaque fois que tu le regardes, il est encore meilleur. Tu sais. Oui, parce qu'il y a tellement de niveaux. Puis juste dans l'image, tu as des petits détails tellement importants, mais qui jouent par rapport à la mémoire. Tu sais, moi, je trouve la scène de la bibliothèque, là, où est-ce que tu vois les titres de livres s'effacer au fur et à mesure. Puis je suis comme, c'est un tour de force. Ouais. C'est... Ouais. Parce que, tu sais, mettons des souvenirs, tu te rappelles pas exactement de tout ce qui se passe, mais tu te rappelles comme des images, tu sais. Même si le titre, tu te souviens pas, puis là, le titre s'efface. Puis tu es comme, oh shit, c'est comme si tu perds des bouts. Puis... Je trouve ça génial. C'est pas... Puis tu sais, toutes les scènes aussi, quand c'est un enfant, il y a quelque chose de beau, puis de vrai. Tu sais. C'est humain. Tu sais, tous les films sont humains à date. Là. Fait que ça, c'est humain aussi. C'est vrai. Okay, c'est ça. Ouais, ben écoute, c'était pas planifié que je t'en parle aujourd'hui, mais puisque tu me parles de Jim Carrey, je vais te parler d'un film que j'ai regardé de Jim Carrey. Ça s'appelle The Majestic. C'est quoi, c'est vieux? L'as-tu déjà vu? Ben, ça me dit rien. Là. Mais ça, je t'en ai déjà parlé un peu. Mais c'est un film de Frank Darabont qui a fait À l'ombre de Shawshank puis La ligne verte. Fait que c'est un peu dans la même lignée, tu sais, c'est un long film, tu sais, 2h30. C'est un rôle dramatique que Jim Carrey n'a pas l'habitude de jouer non plus dans ces années-là. Tu sais, c'est un film, je pense, de 98, quelque chose comme ça. En 2001. Ah, 2001, ok, bon. C'est plus récent que je pensais. Puis c'est très bien stagé. Ça se passe dans les années 40, je pense. 40, 50. 51. 51. Puis ça se passe dans un Hollywood, justement, de ces années-là. Puis c'est Jim Carrey qui est un scénariste débutant. Il fait des films ici et là. Il vient de sortir son premier film, dans le fond, parce qu'il y a vraiment son nom de scénariste sur l'affiche du film. Il est content, toute l'équipe. Mais pour son prochain film, là, il se fait un peu comme dirigé par Hollywood, puis les producteurs. Puis là, il change tout son film, finalement. Il rajoute des chiens parce qu'il n'a pas besoin d'avoir de chiens. Puis là, finalement, c'est à l'époque où il trouvait des espèces de traites là, à la solde des Russes. Fait que lui est vu comme un traître. Il se fait comme pointer du doigt par un inconnu. Là. Puis qui a dit aux autorités qu'il faisait partie des Russes, puis que c'est un méchant. Puis là, il s'en va pour se faire arrêter. Fait que là, ils le mettent à la porte. Ils disent hey, écoute, on n'a pas le choix. Jusqu'à ce que tu ailles ton procès, on te met à la porte. Tu peux plus faire de film. Fait que là, toute sa vie, il vient de basculer d'un coup. Puis là, il s'en va conduire un peu chaud raide sur le bord de l'eau. Puis là, il passe sur un pont, puis il y a un accident, puis il tombe à l'eau, puis il se réveille dans un village proche de la mer. Là. Puis il se rappelle plus de rien, tu sais. Fait que là, il rentre au village, puis là, les gens l'aident, tu sais, là-bas, ils sont là, qu'est-ce qui vous est arrivé, tu sais, il est plein de merde. Puis là, il dit, je me souviens pas, tu sais, puis là, il y a quelqu'un là qui se souvient comme de son visage, puis là, toute la communauté commence à se souvenir de son visage, puis tout le monde le croit être le fils du vieux, dans le fond, qui l'a reconnu à un petit resto déjeuner. Fait que là, lui, il commence à se dire aïe, ouais, c'est vrai, c'est moi, tu sais,
j'ai pas souvenir, mais ouais, il y a des photos qui ressemblent. Là, ils disent joue du piano, joue du piano. Là, ils jouent du piano, puis ils jouent comme du piano, de la musique de noir là, dans cette époque-là. Puis là, tout le monde est surpris, ils sont comme aïe, tu savais jouer ça? On pensait que tu jouais juste des tunes d'église, des tunes de blanc, entre parenthèses. Puis là, il dit ouais, ben je sais pas, ça m'est venu comme ça, je joue du piano. Puis, de fil en aiguille, là, il renoue avec une fille qu'il pensait mort parce que dans le fond, le personnage que tout le monde pense qu'il est, c'est un jeune qui est parti à la guerre il y a quelques années, puis il pensait tout mort, Mais là, vu qu'il est revenu, là, il renoue avec la blonde qu'il avait avant la guerre, puis là, tout le monde dit aïe, t'étais où pendant ces années-là? Puis lui, il s'en rappelle pas. Puis là, il y a un moment donné, sa mémoire, il revient, comme quoi il était à Hollywood, comme scénariste, mais il ne dit pas à personne. Puis le film s'appelle Le Majestic parce que c'est aussi, je pense, une espèce d'inside pour dire que c'est lui le Majestic, mais le seul cinéma de la place s'appelle Le Majestic, puis ça donne que son père, entre guillemets, ils vivent en haut du cinéma, fait que c'est comme son cinéma à lui, puis là, il aide son père à refabriquer, à reconstruire le cinéma, puis là, il remet un peu d'éclat dans la petite ville qui était rendue triste parce que tous leurs enfants sont partis à la guerre et sont morts. Fait que c'est comme c'est un bon film dramatique. Là. Il y a aussi un peu de romance avec la fille avec qui il renoue son idylle d'amour. Puis à la fin, ben là, c'est ça, je dirais pas trop de film, mais il se fait comme. Il se fait retrouver par le gouvernement, puis il s'en va faire son procès, puis là, c'est le bordel parce que toute la ville se rend compte que c'est peut-être pas l'homme qu'il pensait qu'il était, tu sais. Fait que le mystère du film, c'est de savoir, c'est qui? C'est qui ce gars-là? Barnouche? Ça va bien. Ouais, c'est un peu dans la lignée des Truman Show, dans cette affaire-là, ou fuck all, là? Oui, ben il y a un peu de ça, puis Jim Carrey, il est drôle dans le film, mais c'est pas le comique, admettons, du Masque ou de Dumb and Dumber. C'est un Jim Carrey qui joue son rôle dramatique, puis il est quand même très bon. Là, c'est un bon film, j'aime bien. Il y a de la petite musique de ces années-là, justement, que. La musique, je parle des films, c'est beau, là, des années 2000, que une petite mélodie, puis ça rajoute un peu à l'émotion aussi, là, c'est sûr. Mais c'est très hollywoodien, là. C'est pas comme un ton Eternal Sunshine. Tu sens que c'est comme un film un peu plus à part, que le ton dramatique est vraiment différent. Puis, Michel Gondry, c'est un Français aussi. Il y a une autre j'adore sensibilité. Michel. Puis une autre vision aussi. Même si c'est un film américain, ça reste un réalisateur français aussi. Ouais, c'est ça. The Majestic, Jim Carrey. Frank Darabont, là, à part les deux films qui sont vraiment populaires, il fait quoi d'autre? The Majestic. The Walking Dead. Scénariste de The Walking Dead. Ouais, parce qu'il a travaillé sur la BD, je pense, The Walking Dead. Fait que il a décidé de mettre ça. Mais je pense que c'était juste la première saison. Après ça. Mais sinon, c'est toutes des affaires pas rapport. Hein. Ouais. Bizarre, hein? Il a fait deux gros films vraiment qui ont marché fort, puis le reste, il y a eu du succès avec ces films-là. Puis tu vois que, le Majestic, l'image, mettons, l'affiche du film, elle revient un peu. C'est un peu comme une trilogie qu'il a fait, Shawshank, La Ligne Verte, puis après ça, le Majestic. C'est comme. C'est trois films qui se ressemblent aussi un peu dans le Majestic, on retrouve un peu de Shawshank là-dedans, Shawshank Redemption. Ça fait la job. Ouais, j'adore ça. Moi, il m'en reste deux, fait que je pourrais aller avec un film tout de suite. Puis moi aussi, okay. Moi aussi, aïe. Je vais aller avec Les Olympiades de Jacques Audiard. Hein? C'est un film qui est sorti au cinéma ici il y a quelques mois. Ouais, il sortait en DVD il y a 2-3 semaines. Très, très, très bon. J'ai beaucoup aimé ça. Mais tu sais, Jacques Audiard, c'est un grand cinéaste français. Tu sais, son dernier film qu'il avait fait avant ça, je pense, c'était le Sisters Brothers, avec Joaquin Phoenix puis John C. Reilly. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je trouve ça très, très bon. Ouais. Ben, il a fait d'autres. Deep Hands, une Pandore. Il a fait
Un prophète, un prophète Un que prophète. j'ai pas vu encore, il paraît que c'est extraordinaire. Je l'ai. Sauf que c'est un film de 3 heures, puis c'est long, fait qu'il faut que je prenne le temps. OK. Aïe, aïe. Puis c'est ça, Les Olympiades, c'est un film qui est plus modeste. C'est un œuvre mineure quand même dans sa filmographie parce que c'est un grand cinéaste. Puis moi, j'ai beaucoup aimé ça, mais c'était pas une grande œuvre. T'sais. Puis dans le fond, c'est que tu te promènes dans un quartier de Paris que je me souviens plus c'est lequel. Puis La Tour Eiffel. une fille. Non, non, mais non, je sais pas. C'est pas la Tour Eiffel, mais en tout cas, c'est un quartier par rapport. Colin. Puis dans le fond, c'est une fille chinoise qui cherche un coloc. Une coloc, en fait. Il cherche une coloc, puis là, il y a comme Camille qui envoie une invitation pour dire hey, j'aimerais ça le coloc. Fait qu'il dit OK, ben viens-t'en. Puis là, Camille, finalement, ça donne c'est un gars. T'sais. Puis là, ils couchent ensemble. Ils couchent ensemble. Là, ça marche pas bien parce que les colocs couchent ensemble, ça peut faire de la friction. T'sais. Ouais, puis c'est pour ça qu'elle voulait une fille ou? Ben, je pense que oui. C'est un peu toute cette libération sexuelle-là. Puis mais c'est Camille avec un K ou. Non, je pense Camille comme, comme une fille, Camille. Là. Non, j'ai jamais entendu Camille, gars. Ouais, mais c'est des Français. C'est un film, hein. Ça reste un film. C'est ça. Fait que c'est ça parle tout de la sexualité. T'as des scènes de sexe vraiment implicites. Explicites. Oh. Explicite, ouais? explicite. Ouais, oui, mais tu vois tout, là. Puis, aïe, aïe. Puis là, un moment donné, toute cette relation-là chie. Puis là, t'as comme un autre personnage qui arrive dans le décor, qui est Noémie Merlan. Qui est comme. Elle commence à coucher avec son collègue de travail qui est rendu Camille, le gars, tu sais. Non. Puis toute cette histoire-là est pas tellement intéressante. C'était comme. Je trouve que c'était mal développé, puis tout, mais. Si ça avait été juste l'histoire entre la coloc puis le coloc, pendant 1h30, ça aurait été extraordinaire. Tandis que là, t'as l'autre qui arrive, son histoire est plus ou moins intéressante, parce que dans le fond, elle se fait prendre pour une porn star parce qu'elle ressemble, puis là, les gens rient d'elle, puis là, voyons. c'est une lesbienne, puis là, c'est comme pas trop clair, puis je suis comme, ça n'a comme aucun fucking rapport avec l'autre, puis c'est comme inséré là, puis je suis comme, ok, c'est correct, là, tu sais. Mais ils sont rendus dans un triangle amoureux ou bien ils couchent encore avec l'autre qui couche avec la porn star? Non, mais c'est pas une porn star, c'est juste qu'elle ressemble à une porn star. Puis là, vu qu'elle ressemble à une porn star puis elle se fait écœurer, mais là, elle rentre en contact avec la porn star pour essayer juste de discuter, tu sais, puis c'est ça, tu sais. Ce bout-là est plus ou moins intéressant, là, je trouve. Là. Puis l'affaire, c'est que c'est plusieurs scénaristes. La fin est un peu à chier? Non, parce que la fin revient avec les colocs, puis c'est comme une belle leçon d'amour, de comme, tu sais, comme le vibe, là, puis laisse les choses aller, puis on s'en fout, là, tu sais. OK. C'est le fun, tu sais. Laisse-toi aller. Puis tu sais, justement, c'est Céline Sciamma il a co-scénarisé avec Jean Caudiard puis une autre personne que je me souviens plus. Puis je suis sûr que la partie de Noémie Merlan qui est moins intéressante, c'est Céline Sciamma qui s'est insérée là. Autant que je l'adore Céline Sciamma, je trouve que ses films sont extraordinaires, tu sais, mais tu sens trop sa présence, puis c'est comme forcé, tu es comme, ben, ça n'a comme pas rapport avec le reste, puis c'est un peu dommage. Ouais. Puis ça n'a comme pas rapport, pourquoi ils ont fait ça? Ça rajoute quoi dans la tête de Camille ou... Ben, ça explore les relations conflictuelles, peut-être, ou comme dans une situation qui devrait peut-être pas avoir de relations. Mais à part ça, je trouve que ça n'a pas rapport. Fait que je sais pas pourquoi ça fait en sorte que, mettons, la coloc est jalouse ou. Elle sait-tu, elle, que Camille couche avec un autre, tu sais? Il me semble que oui, assez, mais je m'en souviens pas tant. Mais elle, entre-temps, elle couche avec plein d'autres gars, puis tu vois tout ça. Aïe, ok. Très explicite, là. Non, c'est vraiment sexuellement explicite, là. C'est très bon. C'est One Night, Je vous le conseille fortement. Les Olympiades de Jean Caudiard, c'est dans l'époque où on vit, tu sais, tout le monde couche avec tout le monde. C'est ça, les maladies sexuelles, gang, les maladies sexuelles. C'est un peu un portrait de notre génération, peut-être notre société. Notre société un peu farfelue. C'est ça. C'est cœur, hein? Puis en anglais, c'est Paris 13 District. Fait que c'est le 13e district à Paris. Fait que c'est ça, 13e. Okay. Fait que faut aller là si on veut coucher avec tout le monde. C'est ça. Ben pour aller dans le même. Tu vas voir, ma connexion est bonne. Sais-tu quel chanteur grandiose coucher avec tout le monde? Je sais pas, hein? C'est quoi le film qui est sorti récemment? Là? Elvis. Elvis Presley. J'ai été voir Elvis. Très bon film. Très, très bon film. 2h49, quand même. 45 peut-être, là. Bonne pièce. Oui. Ça passe vraiment vite, par exemple. J'ai pas vu le temps passer. Puis, d'un autre côté, il se passe pas grand-chose dans le film. Dans le sens que, tu sais, c'est l'histoire d'Elvis. Mais, tu sais, Elvis, il n'a pas eu... puis là, je ne vais pas spoiler rien. Là, le film est bon. Il se passe des choses. Tu sais,
en 2h40, c'est sûr que tu vois pas mal d'affaires là, dans le film, mais il n'y a pas eu une vie aussi mouvementée, admettons, que Johnny Cash. Tu sais, dans Walk the Line, qui est un film de James Mangold aussi, avec Joaquin Phoenix, tu sais, Johnny Cash, c'était plus un chanteur rebelle, tu sais, fait que c'était plus rock'n'roll, sa vie était un peu plus... il y avait des hauts, des bas, la drogue, l'alcool, la violence. Tout. Tandis qu'Elvis, c'est sûr, il y avait les drogues, c'est sûr, il y avait l'alcool, mais lui, il vivait pour travailler. Je veux dire, il n'était pas... contrairement à ce qu'on pense, il s'est fait un peu avoir par son agent, qui est le colonel, joué par Tom Hanks. Puis c'est un peu le méchant de l'histoire, si tu veux, mais c'est aussi le narrateur de l'histoire. Fait que c'est... Je sais pas si c'est selon les vrais dires de ce colonel-là, mais dans sa tête à lui, c'était pas le méchant de l'histoire, mais c'est lui qui a fait la légende que Elvis est devenu. Mais en même temps, Elvis, il avait son style, il avait sa voix. Je veux dire, ce qui a fait sa légende, c'était Elvis lui-même. C'est pas le colonel, mais c'est quand même une histoire très bien montée. Là. Baz Luhrmann, il a fait une bonne job, je pense, dans la réalisation. Mais j'aurais pensé que ça aurait été un peu plus flamboyant comme réalisation. Tu sais, Baz Luhrmann, tous ces films qu'il fait, The Great Gatsby, Le Moulin Rouge, Roméo puis Juliette, il y a toujours eu une touche différente, un peu plus... je ne sais pas si tu les as vus, là, ces trois films-là. Non, je ne l'ai pas vu. Non. Tu sais, Moulin Rouge, c'est peut-être c'était la première puis une des seules comédies musicales que je suis capable de regarder parce que c'est vraiment excellent. Roméo puis Juliette, c'est un film moderne, mais qui utilise les mêmes répliques que la pièce de théâtre là, de Roméo et Juliette. Fait que, ça vient faire un clash total là, entre la modernité et les phrases de l'époque. Puis Great Gatsby, c'était super aussi là, dans la réalisation. Je pense qu'Elvis reprend un peu les effets spéciaux qui ont été utilisés dans The Great Gatsby là, pour retrouver ces années-là, les années 50, 50-40, pas 40, 50-60. Puis, dans le fond, Elvis, il est mort dans les années 70. Fait que, on survole comme 20 ans de sa carrière, puis à la fin, on se retrouve plus dans les années 70. Puis, les années sont pas tant écrites, là, comme une biopic normale, là, mais tu te retrouves avec des journaux où que tu vois l'année, tu sais l'année dans laquelle ils sont c'est subtil quand même, mais tu peux le voir à l'écran, puis il y a beaucoup de petits insides de ces époques-là. Mais on voit vraiment juste Elvis qui fait ses shows, puis tu réalises que le gars, il a travaillé toute sa vie là, jusqu'à en mourir. Là, fait que c'est quand même triste. Quand même triste pour une légende de la musique comme ça. Tu te dis, aïe, on l'aimait, mais ce gars-là, il aurait peut-être fallu qu'il arrête de chanter pour pouvoir vivre plus longtemps. Il est quand même mort jeune. Puis, mais c'était pas, mettons, c'était pas une biopic ordinaire. Là, que tu vois sa jeunesse qui grandit. OK, il y a un agent, il chante, puis là, à la fin, tu le vois mourir. C'est pas Bohemian Rhapsody. Là. Non, c'est ça. C'était pas un Bohemian, puis c'était très... c'est sûr que c'était classique dans la forme. On le voyait plus jeune, mais on voyait des scènes, mettons, qui se passaient vraiment rapidement de sa vie, mais c'était expliqué par le colonel qui était narrateur de l'histoire. T'sais. Fait que j'aimais quand même cette espèce cette espèce de non-ordinaire explication, d'une biographie. Là. Ça rajoutait un peu de mouvement aussi dans l'histoire. Là, puis c'était quand même bien fait. Non, un bon film. Mais Tom Hanks, très bon. C'est rare qu'on voit Tom Hanks comme méchant. Ah ouais. Ben, c'est pas. méchant, il est vu comme le méchant de l'histoire, mais c'est parce que c'est un crosseur. C'est un agent d'artiste crosseur. Moi, j'ai entendu des bons commentaires et des mauvais commentaires à la fois. Ah ouais, c'est quoi les mauvais commentaires? Mais c'est Marc Cassivi, sauf que je ne suis pas un grand fan de Marc Cassivi, par contre, là, mais Okay. Il disait que c'est un film qui n'a aucune profondeur, les personnages n'ont pas de profondeur, c'est vraiment plat. C'est faux. C'est faux? OK.
Ben, moi, en tout cas, j'ai vu la profondeur, là. OK. Tu voyais Tom Hanks, il te faisait chier. Tu voyais Elvis, Austin Butler, qui joue Elvis. Tu sais, c'est un acteur depuis quand même quelques années, mais moi, je ne l'avais jamais vu dans un rôle significatif. Tu sais, il a joué dans Once Upon a Time in Hollywood. C'est lui qui faisait Rex, ouais. Puis, mais tu sais, sinon, il a souvent joué juste des seconds rôles. Tu sais, puis je pense que c'est peut-être le rôle qui va le faire propulser, tu sais, quand même au sommet. C'est sûr que c'est comme les jeunes acteurs qui sont propulsés comme ça par un grand rôle. C'est soit que ça passe, soit que ça casse. Là. Tu sais, souvent, ils font 2-3 films après, puis on les revoit plus jamais. Là. Mais non, je pense qu'il y a quand même il y a quand même une carrière là, qui se bâtit à Hollywood, puis il joue très bien Elvis. Là. À la fin, tu revois comme des images de Elvis, là, le vrai Elvis, puis il ressemble pas mal, puis c'est comme comment il bougeait aussi sur scène, c'était la même affaire. Tu vois que l'acteur s'est vraiment donné à fond, puis même chose pour la fille qui joue Priscilla Presley, là, sa femme, était super bonne. Non, les émotions passent, puis c'est le fun. C'est qui la fille? Je pense que c'est une nouvelle actrice aussi parce que je l'ai pas vue dans rien d'autre. Ben, sûrement qu'elle a déjà fait d'autres choses avant, là, mais je ne pourrais pas te dire son nom. Ouais, c'était elle. Ouais. Olivia de Young. Ah! C'est la fille dans La Visite. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Elle a vieilli. Mais en même temps, La Visite, ça fait quand même 10 ans. Là. 2014. Ouais, 2015, ouais. Ah, 2015. Ouais, mais on vieillit tous un jour. Tu sais. Mais non, c'est ça, le film en soi, pour vrai, ça passe comme du beurre, là, 2h40, mais ça passe super vite. Quand ça finit, c'est peut-être aussi parce que, justement, il s'est pas passé. Ce qui est le plus extraordinaire dans le film, je pense, c'est quand tu le vois faire des shows, puis que c'est vraiment comme, tu vois que c'est Elvis, puis la musique est entraînante aussi, là. Puis là, tu le vois bouger sur scène, puis c'est vraiment incroyable. Là. Je sais pas si... Ben, selon les images à la fin qu'on voit de Elvis, c'était vraiment comme ça. Là. Les filles capotaient, puis tu ne sais pas qu'est-ce que ça faisait de... Tu sais pas pourquoi les filles capotaient comme ça, mais je pense, selon l'époque où ça se passait, c'était très religieux aussi dans les petits villages où ils jouaient, les États où ils jouaient. Au Texas, admettons, c'était très religieux. Les filles devaient se contenir, puis elle n'avait pas de droit à ressentir les sentiments. Puis je pense que quand il bougeait, mettons, son corps sur scène, ça faisait. Non, mais je pense, selon ce que le film nous montre, c'est que ça faisait vraiment comme ressortir la sexualité chez les femmes. Là. C'est pour ça qu'elle capotait, puis elle criait, puis c'était vraiment des folles. Là, je suis pas en train de dire que toutes les femmes sont folles. Je vais juste dire que quand Elvis était en place, les filles capotaient. C'est ça aussi. Mais pour vrai, j'avais des frissons. Là. Dans les scènes où ils chantent et que les gens capotent, c'est quand même très bien filmé. Puis la musique est entraînante aussi. Puis les filles qui capotent, c'est excitant. Là, c'est comme fuck. Mais le pire, c'est que c'est Austin Butler, son nom, c'est ça? Ouais. C'est lui qui chante pour vrai. Là. Oui! Fou, là. Non, c'est lui qui chante, il danse, fait tout. Puis il est quand même très, très persuasif là, en Elvis. Elvis Presley. Ouais. Mais je pense que c'est ça qui fait la force du film. Allez-y. Surtout les femmes, allez-y. Ouais. Ben, moi, ma mère, elle a trippé. Mon frère, il a bien aimé ça aussi. Fait que... Ouais, ben vas-y, va le voir. Ouais, éventuellement. Ben, un jour. Oh, un jour. Baz Luhrmann. Okay. Là, je peux avec mon dernier film. Ouais, vas-y, j'en ai un dernier aussi. C'est le dernier film de Philippe Falardeau. My Salinger Year avec Margaret Qualley qui joue aussi dans Once Upon a Time in Hollywood. Là. Ah ouais. Tu sais c'est qui, tu t'en rappelles? Non. Mais la fille avec les pieds sur le dash de Brad Pitt. Là. Je me rappelle pas. Ben oui, je me rappelle. Okay. Mais je connaissais pas le nom de l'actrice. J'allais me fâcher. Là. Dans le fond, le film, c'est un film que c'est mon moins préféré de la semaine. C'était pas mauvais, mais c'était correct, là, sans plus. Parce que Philippe, là, il est rendu vraiment américain. Là. Non, c'est un film canadien, Messenger. Ah oui, ok. Mais elle, c'est une actrice canadienne? Ou... Non, c'est une américaine. En tout cas, je pense. Okay. Ouais. Okay. Parce que c'est Téléfilm Canada qui ont financé, me semble, en partie ou au total, je me rappelle plus. Ok, c'est écœurant, ok.
Puis Ça fait dans le longtemps fond, qu'il a pas c'est. fait. Son dernier film, c'était-tu de Good Live? Non, c'est My Salinger Year. Non, mais je veux dire, avant ça. Avant ça, c'était pas un film de boxe, là, Chuck, quelque chose comme ça. Ah oui, Il oui, me semble que ok. c'est ça. Avec Liv Scriber, là, ouais. Attends, je vais, ben, L'histoire qui a créé Rocky, là. je vais aller voir. Ouais, je t'avais vu, ouais. Philippe Fardeau. En ordre. My Salinger Year, Chuck. Avant ça, c'était Guy Bass, ça va en guerre. Ah, ok, ouais. The Good Life, c'est 2014. Ouais, Chuck, ouais. Ça, Monsieur Lazare, c'est pour moi, je joue. Kongorama. T'as-tu vu Chuck? Non, je l'ai pas vu. C'est bon, t'as-tu vu? Oh, j'avais vu un jour. J'en avais pas parlé au podcast. Non, je pense pas. OK. Un jour, peut-être, d'en parler. Mais non, ça faisait la job. Ouais, vas-y. C'est ça. My Salinger Year, c'était bien. Dans le fond, c'est Margaret Qualley qui veut devenir une autrice. Ça se passe des années 90. C'est une histoire vraie. C'est basé sur le roman My Salinger Year de le nom du personnage que je ne me souviens plus. Je pourrais aller voir, mais en tout cas, whatever. OK. Puis elle se fait engager comme assistante à J.D. Salinger, qui est comme un des plus grands auteurs américains du 20e siècle. Qui a fait Catcher in the Rye, je ne l'ai pas lu. Je l'ai pas lu non plus. Hein. Puis probablement que ça aurait aidé mon appréciation du film si j'avais lu le livre aussi. Là. Ah, c'est toujours bon. Hein. Puis dans le fond, c'est juste ça. Puis là, elle reçoit des lettres de fans de J.D. Salinger, mais lui, il veut aucun courriel de fans. Tu sais. Fait que, elle comme un capote, puis elle se met à écrire à ces gens-là en son nom personnel pour le dire, hey, lâchez pas, puis là, ça fout la merde un peu. Tu sais. Puis c'est tout ce processus-là. C'est comme un coming of age, elle essaie de devenir autrice. Puis là, il y a comme, à la fin, elle se met amie avec J.D. Salinger, puis c'est un peu ça. Puis surtout être une femme, mettons, dans ce milieu-là, à cette époque-là, c'est pas l'affaire la plus facile non Quelle plus. époque? Puis, 90, je pense 91, ça se passe. Okay. Me semble. Tu sais, mettons, être un artiste à cette époque-là. Tu sais, mettons, tu penses à J.K. Rowling, qui s'appelle J.K. parce que son vrai nom, ça n'aurait pas vendu. Tu sais. Non, c'est ça. Aujourd'hui, on pense à ça, puis c'est fucké, là, mais c'est ça la réalité. Fait que c'est ça. T'sais, moi, l'aspect de devenir auteur, puis tout ce désir-là, ça m'a rejoint. Mais comme film en soi, c'était bien. C'était correct. C'est ordinaire comme réalisation. C'était très simple. Il n'y avait rien de flamboyant, mais c'était beau. C'était bien. Ça faisait la job. Hein. Ça fait la job. Je le conseille quand même. Là, ça vaut la peine. Si t'aimes Philippe Falardeau, c'est pas Monsieur Lazare. Monsieur Lazare, je trouve ça très, 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 très bon. Là, mais c'était bien. C'était bien. Surtout que c'est des gens de notre âge à peu près, fait que c'est facile de s'identifier. Puis dans ces domaines-là, c'est un peu. En tout cas, je vais parler pour moi, c'est des affaires que j'ai envie de faire aussi. Fait que je sais pas si tu as le goût d'écrire toi avec, là, j'imagine. Là, mais, j'écris de temps en temps. C'est ça. On étudie ça ensemble. Fait que, c'est vrai. J'imagine. Fait que c'est ça. Je le conseille quand même. My Salinger Year. Avec Sigourney Weaver aussi qui joue sa boss, qui est quand même sympathique. Là, fait que ça, c'est hot. Là. Ouais. Fait que c'est ça. On reste actif, tu sais. Oui. Intéressant, très intéressant. Écoute, mon dernier film, c'est un trailer. Sorti au cinéma quelques semaines aussi. Ah oui. Et ben, dans le fond, il est sorti en même temps qu'Elvis. Téléphone noir. Avec Ethan Hawke. The Black Phone, avec Ethan Hawke. Décevant un peu. Ah ouais? Oui, ben, les critiques étaient tous bonnes. Je m'attendais vraiment à un film qui me tienne en haleine tout le long, puis qui soit vraiment écœurant à la fin. Surtout que, bon, c'est Scott Derrickson, celui qui a gâché le premier Doctor Strange. C'est vrai, j'avais le goût d'aller voir le film parce que les critiques étaient bonnes. Puis là, quand j'ai vu le réalisateur, j'étais fuck, impossible, j'allais voir ça. C'est sûr que je vais pas voir ça. Mais pour vrai, il a fait. C'est lui qui a fait Sinistre avec Ethan Hawke aussi. Puis j'avais adoré Sinistre. C'était vraiment creep, puis c'était vraiment bon. Puis là, je me disais, aïe, ben, écoute, ça a l'air d'être la même vibe, tu sais. Un thriller vraiment fucké. Puis, dans le fond, le synopsis, c'est un jeune, ça se passe dans les années 70. Puis, un jeune avec sa petite sœur, ils se font un peu maltraités par leur père, parce que leur père, il a l'air un peu dépressif. Tu sens que la mère est comme morte, là, disparue. Puis leur mère, elle avait comme une espèce de don que la petite fille, elle a aussi, un peu comme un don de voyance, là. Mais que son père, il dit, regarde, c'était dans la tête de ta mère, puis elle est morte à cause de ça, puis toi, t'as pas de don, fait qu'arrête, là. Puis, mais c'est un alcoolique, puis tout.
Puis le fils, ben là, lui, il se fait écœurer à l'école. Il se fait protéger par un Indien, là, comme un importé, si tu veux, à cette époque-là. Puis il y a quelques jeunes, depuis quelques semaines, qui se font enlever. Ils sont kidnappés, puis on les retrouve jamais. Fait que les jeunes commencent à avoir peur d'être seuls dans la nuit et tout. Puis ça donne que là, à un moment donné, ben, c'est le jeune garçon que lui, c'est juste après que celui qui le protège, lui, il se fait enlever, puis là, il disparaît. Puis là, peu de temps après, ben là, lui, il se fait enlever aussi. Puis là, ben, c'est Ethan Hawke qui joue l'espèce de kidnappeur un peu fucké, puis avec des ballons noirs, puis toute la kit. Il fait comme un magicien pour attirer les jeunes, puis là, il est kidnappé, il les met dans... C'est un peu creep, là, comment il fait, mais c'est comme la seule affaire de creep, je trouve, dans le film, parce que après ça, ben là, il l'amène chez eux dans un sous-sol de béton, il le nourrit un peu, puis là, il dit « Ah, c'est pour plus tard », t'sais. Puis là, il part comme s'il travaillait pour quelqu'un d'autre, mais finalement, il n'y a personne d'autre, là, c'est juste lui, puis la finale, j'aurais pensé que ça aurait été plus mouvementé, parce que là, le téléphone noir, c'est qu'il y a un téléphone dans cette pièce-là, parce que le petit garçon, ben là, il essaye de trouver un échappatoire, tu sais. Puis le téléphone, il marche pas, là, tu sais. Ben, Ethan Hawke, il dit « Ah, il est brisé, il marche pas, tu l'entendras jamais », mais il sonne. Fait qu'il répond, puis quand il répond, ben, il entend des voix des petits garçons d'avant qui se sont fait enlever. Puis là, ils disent, ben, je me rappelle plus de mon nom, mais tu sais, puis là, le petit garçon, lui, il se rappelle que, ah, tu joues au baseball, là, ben, c'est toi, Tommy, tu sais, puis, tu sais, il leur enseigne que, tu sais, il était qui avant, puis qu'est-ce qu'ils font. Mais les petits garçons, vu qu'ils sont morts, ils font juste répéter comme les dernières paroles, les dernières choses qu'ils se souviennent, tu sais, le plus, puis c'était comment s'échapper, tu sais. Fait que là, chaque petit garçon donne un truc au petit gars comment s'échapper. Il y en a un qui essayait de monter la fenêtre qui est très haute, là, puis là, il y a des barreaux. Puis là, il a expliqué comment l'enlever. Un autre a creusé un tunnel en dessous. En tout cas, des trucs comme ça pour se sauver. Puis finalement, ben là, eux autres, dans le fond, ils font rien de plus que l'indiquer de même. Fait que le téléphone noir, il a comme pas vraiment rapport, là. C'est juste qu'il entend les morts par ce téléphone-là. Puis là, on apprend que Ethan Hawke aussi, il entendrait ça, mais qu'il fait comme s'il ne l'entendait pas. En tout cas, c'est fucké un peu, puis on dirait qu'il n'y a comme pas d'aboutissement à ces histoires-là. T'sais. J'aurais pensé qu'à la fin, tout aurait été créé comme un tout, puis que ça aurait été vraiment une grosse finale de fou, puis sanglante, mais ça finit un peu plate, là, rapidement, puis comme, c'est pas... je pense pas qu'il va y avoir une suite, fait que... c'est tant mieux comme ça, mais... C'est pas un peu à la Prisoners fuck all, là. C'est vraiment. Non, okay. C'est vraiment. Tu sais, j'aurais pensé qu'il y aurait fait de quoi d'un petit peu plus intriguant avec justement ces voix-là qu'il entend à travers le téléphone noir. Parce qu'à un moment donné, tu vois les ombres des enfants morts. Puis c'est un peu creep, mais c'est pas. Il n'y a rien de peur là-dedans. Là, il n'y a rien il y a rien qui soit effrayant dans le film. Au point où que tu fermes les yeux puis que c'est bien rare de me fermer les yeux, Ben. Mais il y a des films qui font sursauter, puis c'est vraiment fréquent, mais celui-là, il était vraiment léger, là, comme thriller horreur. Là. Mais Ethan Hawke est très bon dans son rôle, c'est juste que tu le vois pas beaucoup. Là, il parle aux jeunes, mais c'est tout. Il parle un peu, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de scènes à lui. En même temps, les films ne durent pas si longtemps, 1h45. Fait que, ils mettent beaucoup de temps à placer l'histoire. Puis je pense que le point positif du film, c'est la petite fille qui a comme un don de voyance. Puis là, elle rêve à son frère. Elle rêve à l'emplacement où ce qui serait. Fait que, ouais, c'est elle, je pense. Elle est un peu bizarre là-dessus, mais. Madeleine McGraw. Ah! Ok, je la connais pas. Mais ouais, non, c'est ça. Elle c'est quand même le fun, qu'elle ait un don, puis qu'elle voit qu'est-ce qui se passe, puis parce que les autorités ne la croient pas, quand elle disait oui, je voyais plein de ballons noirs, puis je voyais que le petit garçon était mort comme ça. Puis les autres, ils étaient comme OK, what the fuck, comment qu'elle sait qu'il y a des ballons noirs, Mais sinon, ben, c'est un film léger, Je vous le conseille, là, mais sans plus.
trouve que parce que c'est un film de Blumhouse, là. Tu sais, c'est ceux qui font tous les Universal, là, qui fait tous les films d'horreur des dernières années. Tous les films d'horreur comme qu'on se souvient le plus. Là, A24 en fait des bons, là, mais c'est Blumhouse qui achète toutes les séries. C'est ceux qui ont fait les Halloween. Qui ont fait qu'est-ce qui sort vendredi, justement. J'imagine que c'est Blumhouse encore, là, mais... Ah ouais, Nope, les Jordan Peele, là, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Nope, semaine prochaine. J'ai hâte de voir. C'est parce que j'ai réécouté quand même récemment Oz. Ouais. C'était pas si bon. J'ai Ah, pas. Tu sais, mettons le Get Out. Chaque fois que je l'écoute, j'aime ça, puis c'est vraiment bon. Oz, c'était la deuxième fois seulement. Troisième fois que je le voyais. Puis on dirait, je me suis ennuyé pendant le film. J'étais comme, bon, je sais qu'est-ce qui va se passer. Puis, ça fait plus peur à un moment donné. Puis c'est comme. Ah, moi, je trouve qu'il y a tellement de façons d'interpréter le film que plus que tu le vois, plus que tu vois les petits détails, puis ça t'amène ailleurs. Ouais, oui, vraiment, je trouve. Ouais. Ouais. C'est peut-être que j'étais pas concentré, là, mais en tout cas. Parce que c'est plein de symboles, les chaînes humaines, se faire comme ça, ou les lapins. Ouais. Si tu prends l'histoire pour ce qu'elle est, c'est assez basique, mais c'est bien plus que ça, au niveau du message social qu'il envoie. Là. Ouais. Non, je comprends ce que tu dis. Je comprends, je t'écoute, Ben. Je t'écoute. Ouais. Mais non, j'ai hâte de voir. Là, ça a l'air d'avoir une bonne vibe à la rencontre du troisième type. Là. Ouais. Puis le titre en français, c'est quoi? Le titre en français, c'est affreux. Ben non. Non. C'est juste non. Non. Tu sais, 3 noms, mais non. Mais tu sais, Drive My Car de Hamaguchi, là, Ryosuke Hamaguchi. Ouais. Au Québec, tu sais comment ça s'appelait? Conduis ma voiture. Chauffe mon char. C'est un film japonais. C'est même pas de joke, là. Chauffe mon... Ben oui, ben c'est ça, c'est affreux comment ils font le... Qu'est-ce Chauffe mon char. En tout cas, ben non, ben... C'est ça, ben non, c'est vraiment un type de merde, là. Tu sais, tant qu'à ça, appelle-les juste un titre en anglais, le Nope, là. Tu sais, fais pas de traduction. Il y en a des films qui ont juste un titre, puis c'est en anglais, puis tu sais... Surtout que Nope, ça se dit en français, j'imagine. Ben oui, ça se dit, puis... Mais tu sais, j'essaie de trouver un exemple d'un titre de film qui est resté... Ben, mettons Spotlight, tu sais. Ouais, c'est vrai. Mais Spotlight, ils ont rajouté édition spéciale, tu sais. c'est Spotlight, c'est un petit peu édition spéciale, tu sais. Faut tout le temps qu'ils rajoutent de quoi pour qu'on sache que c'est en français, tu sais. Mais en tout cas... Ça, je pensais que j'avais une édition spéciale en achetant le DVD, mais c'était non, c'est le nom du film. Ouais, non, j'ai pas d'autres exemples, mais en tout cas... Ben, mettons Halloween, tu sais. Ben, c'est la nuit des masques. Ouais, c'est vrai. Le premier, là, après c'est Halloween 2. Mais, non, regarde, on fait ce qu'on peut, puis... Ben non. Regarde, c'est juste le titre qui est mauvais, je suis capable de le prendre pareil, là. C'est sûr que ça va être bon, parce que c'est Jordan Peele, puis mes attentes sont hautes, mais c'est sûr que ça va être bon. J'espère. Mais la même semaine, la semaine prochaine, c'est aussi il y a un bon film québécois. Ben, un bon film qui a l'air. Confession là, de Luc Picard. Ouais, Confession d'un tueur. Là. Ouais. C'est-tu Confession d'un tueur ou c'est juste Confession? Confession, je pense. Ok, ouais, parce que je pense qu'il y a un autre film qui s'appelle Confession d'un tueur. Mais ouais, Luc Picard, ça a l'air intéressant quand même comme film. T'as-tu vu l'annonce? J'ai vu l'annonce, ouais. Ça a l'air quand même le fun. Ben, je me dis, il a l'air d'avoir une petite vibe à la Mafia Inc. Fait que là, je suis comme, ça va-tu être une fin de merde comme Mafia Inc. En tout cas. T'as-tu vu Mafia Inc? Il est sur Netflix, c'est sur ma liste, mais je l'ai pas regardé encore. Mais bon, ça va venir. Ça va venir. Ouais. En tout cas, je pense aller voir ces films-là au cinéma. Puis, c'est ça. Moi, j'ai plein d'autres listes déjà dans ma liste de films que j'ai vus, Benz. Ouais. On a du retard à reprendre. J'ai beaucoup de films Netflix. Ouais, j'ai regardé beaucoup de films Netflix. T'as regardé bien de la merde dernièrement, c'est ça que tu me dis? Ben, non, pour vrai, je regarde ma liste. Là. Quand même des bonnes affaires là, sur Netflix. Ben, ouais, il y a beaucoup de merde. J'ai
Pour Obi-Wan, quand j'ai fini la série Obi-Wan, je voulais me remonter le moral. Fait que, parce que le problème d'Obi-Wan, c'est pas Ewan McGregor. C'est un critique d'acteur. Fait que j'ai regardé quelques films avec lui dans les mêmes années que Trainspotting. Fait que ça fit un peu. Puis avec son bon acting. Puis j'ai regardé aussi Rogue One puis l'épisode 3, juste pour me dire oh fuck, j'oublie la série. Puis j'ai hâte d'en jaser. Là. J'ai hâte que tu la finisses pour qu'on en jase. Puis sinon, ben c'est ça, j'ai des films ici et là. J'ai regardé Jackie. Oh oui, c'est vrai, oui. Ouais, j'ai regardé Jackie, Little Woman, Crash, Cronenberg. Ah oui, j'aimerais ça le voir, ça. Ben, il est sur Crave. Moi, c'est parce que mon frère il avait un abonnement sur Crave. Fait que j'ai été sur Crave. J'ai un peu zioté là-dessus. Là. J'ai failli écouter Peacemaker, la série là, qu'ils ont faite, mais j'ai pas eu le temps encore. Fait que je regarde ça. Ça va couper, là. Ouais, ben je pense qu'on a pas mal fini. Ouais. Tu regardes quoi, toi? Stranger Things. J'essaie de la finir, peut-être pas pour... Ouais. On verra. Sinon, je sais pas, on verra. On en parle quand t'en finis. Moi, j'ai fini la saison 4. Là. J'étais à saison 2, épisode 4, je suis rendu. Là. Ça va couper, OK. Là. Avec Sam Gamgee. Très bon podcast. On se revoit la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu regardes?